Et c'est là que ça devient intéressant parce que nous sommes sûrement nombreux dans ce cas. C'est quoi l'économie? On dit par exemple, quand on essaie de comprendre l'économie, il y a toujours notre banquier qui dit ne cherchez pas à comprendre, c'est trop compliqué. Il pose la main sur notre épaule. Et quand on ouvre les manuels d'économie, on trouve peu de courants alternatifs. Par exemple, vous ne trouverez pas beaucoup la décroissance, par exemple. Ça fait écho à Serge Latouche. Vous trouvez beaucoup de mathématiques également. C'est-à-dire que les livres d'économie paraissent très très compliqués. Et c'est ce que dénonçait Keynes, par exemple. Oui, le problème avec les mathématiques aussi, c'est que les mathématiques ont complexifié la réalité, par exemple sur les marchés. C'est-à-dire qu'avec la crise des subprimes, par exemple, on a vendu des parts... Enfin bref, tout ça pour dire que quand vous lisez Penser l'économie différemment, il y a une phrase qui résume très bien le livre, c'est faire de l'économie, c'est faire de la politique. C'est-à-dire que vous allez trouver des traces idéologiques dans l'économie actuelle. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts, c'est-à-dire par exemple la concentration de la richesse, on n'en parle pas beaucoup en économie. Et c'est pour ça que nous avons invité Paul Jorion pour deux thèmes. Pourquoi penser l'économie différemment et comment penser l'économie différemment également. Parce qu'on peut la critiquer, mais le but c'est aussi de proposer des alternatives. Là, je dirais, dans les 80 ans, plus ça passait, plus sans savoir d'anthropologue avait conduit à une conclusion extrêmement désespérée, puisqu'il en est arrivé au moment enfin, à l'époque de sa mort, à considérer qu'il vaudrait mieux que notre espèce disparaisse, que ce serait mieux. Il émettait des doutes là sur notre capacité à gérer nos ressources, sur notre capacité à comprendre. Et c'est vrai que quand on a une formation d'anthropologue ou de sociologue, en particulier anthropologue peut-être parce qu'on est obligé d'envisager dans une perspective comparative des cultures qui sont extrêmement différentes. Il y a des cultures qui ont disparu, mais que les entrepreneurs ont connues à la fin du XVIIIe siècle, au moment où la discipline, je dirais, commence véritablement en France avec la Société des observateurs de l'homme. Ensuite, au XIXe siècle, nous avons des descriptions de populations d'aborigènes australiens qui ont disparu, qui ont été assimilés avec d'autres groupes, etc. Et la conclusion, je trouve, c'est sans doute que nous réfléchissons comme espèce depuis pas mal de temps. Je ne sais pas, si on prend quelques repères, par exemple comme la Chine antique ou l'Égypte, on pourrait dire que voilà, il y a quand même 6 000 ans que nous réfléchissons à ce que nous sommes en tant qu'espèce à la surface du globe, et que nous n'avons peut-être pas, 6 000 ans n'ont pas suffi à ce que nous tirions des véritables conclusions, et que ou en tout cas, que nous arrivions à guider notre comportement dans la direction de notre survie. Alors au moment où on était très très peu nombreux, il fait donc allusion à la population qui devient importante, avec 7 milliards d'habitants à la surface de la Terre, au moins 11 milliards avant qu'on puisse envisager une stabilisation de la population, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Nous sommes véritablement, on le sait, à un moment où on emploie l'expression anthropocène, c'est-à-dire que c'est véritablement nous, comme espèce, qui modifions maintenant l'environnement de manière dramatique. Le changement climatique qu'on observe depuis à peu près un siècle, c'est probablement, et la probabilité est quand même assez élevée du point de vue des scientifiques, c'est probablement nous qui la modifions, et dans une très mauvaise direction, puisque la densité de carbone est en train d'augmenter, il y a un cycle du phosphore et de l'azote, et le renouvellement que nous sommes en train de détruire. Et pour ces deux dimensions, nous sommes probablement déjà entrés dans une phase irréversible. Changement climatique, augmentation de la température, qui s'associe évidemment à une montée des eaux. Donc, quand on regarde une carte, une projection, quand on regarde par exemple en 2100, il n'est déjà plus tellement loin, c'est quoi, ces 3 générations, il reste à peu près un quart de la surface des Pays-Bas qui ne soit pas
recouverte par les eaux. Le Bangladesh est aussi un pays qui disparaîtrait quasiment entièrement si la progression de leur niveau des mers se poursuit comme c'est le cas maintenant, et ainsi de suite. Donc, on n'est pas obligé, je dirais, d'adopter le point de vue de Lévi-Strauss. On ne peut pas dire qu'il manque d'éléments ou de preuves pour adopter la position qu'il avait au moment où il est mort. Jean, je le souligne, est une position encore plus extrême que celle qu'il manifestait là quand il avait, je ne sais quoi, 70 ans ou 80 ans. Il exprimait des choses encore plus dures, du genre vraiment bon débarras. Une bonne chose pour la planète si notre espèce disparaît. Alors personnellement, bien que j'étais l'élève de Lévi-Strauss, je n'adopte pas entièrement son point de vue. C'est encore probablement que je ne serai pas là pour discuter avec vous. J'ai le sentiment qu'il faut que nous fassions le maximum que nous pouvons pour au moins, tenir compte de ces 6000 ans de réflexion. Quand je dis 6000 ans, c'est évidemment arbitraire, mais c'est une manière de nous renvoyer aux premières grandes civilisations que nous connaissions, comme égyptiennes et chinoises, dont nous savons qu'elles sont contemporaines, et surtout qu'à cette époque-là, elles ont dominé véritablement le monde, dans la mesure où les populations voisines ont adopté ce savoir par transmission à la surface de la Terre. On trouve par exemple chez les aborigènes australiens que les Européens ont découvert à partir du XVIIIe siècle par des voyages d'exploration. On trouve, en faisant des recherches archéologiques, maintenant on trouve des poteries chinoises anciennes dans ces campements d'aborigènes australiens qui sont, quand nous avons rencontré, nous Européens, avec une culture matérielle beaucoup moins sophistiquée que ça, où les objets matériels utilisés étaient de l'ordre de quelques outils fabriqués avec des objets en bois pour creuser, pas d'habitation véritablement, simplement des abris constitués en tressant des morceaux de bois. Il y a une époque donc où nous avions deux civilisations qui dominaient véritablement le monde, et nous savons, par les textes que nous avons de cette époque-là, nous savons que la réflexion sur le monde autour de nous était déjà du même ordre. Quand on regarde, par exemple, je ne pense pas de l'Égypte ancienne, mais de Babylone, qui n'est pas très loin, qui était dans la même, je dirais, le même grand développement de civilisation. Nous avons des preuves d'utilisation de techniques mathématiques assez avancées, la preuve de textes légaux, la preuve de coutumes quant à la dette et des choses de cet ordre-là. Nous sommes déjà, je dirais, dans le monde qui est le nôtre. Mais le fait est que sur ces 6000 ans, nous n'avons jamais, je dirais véritablement, retroussé nos manches, pris les choses à bras-le-corps en disant voilà, étant ce que nous sommes, nous allons faire ceci et cela de manière délibérée. Alors est-ce que c'est parce que nous faisons des illusions sur notre capacité à faire ce genre de choses? C'est possible, c'est peut-être ça. Ou alors il y a des logiques qui se mettent en marche, qui sont des logiques qui sont, je dirais, relativement destructrices des conclusions auxquelles peut arriver la réflexion. Quand on posait tout à l'heure la question de savoir ce que c'est l'économie, moi j'ai une définition, je vais être très simple, qui finalement marche pas mal, c'est de dire c'est lorsque nous envisageons le monde humain dans la perspective du prix, dans la perspective du fait que les choses ont un prix. Et on peut considérer effectivement dans cette perspective-là qu'il y a eu un dévoiement qui s'est développé, surtout je dirais au cours des 100 dernières années. Par exemple, de vouloir attacher absolument un prix à toute chose, de faire de chaque chose une marchandise, c'est-à-dire quelque chose qui peut être évalué. Et l'autre aspect, consumérisme, c'est-à-dire que les gens qui produisent nous encouragent à acheter leurs produits, mais par des moyens qui sont des moyens, je dirais, de la publicité, utilisant des techniques psychologiques, utilisant des messages subliminaux, c'est-à-dire utilisant le peu de connaissances que nous avons sur le véritable fonctionnement de nous-mêmes, pour nous vendre des choses dont nous n'avons pas nécessairement besoin. Je ne parle pas des modes, mais je veux dire vraiment des tentatives de nous vendre des produits dont nous n'avons pas nécessairement besoin. Il y avait une époque où on considérait que ce qui avait une valeur était quelque chose qui nécessairement n'avait pas un prix.
le monde des valeurs, la loyauté, le courage, c'était des choses qui ne s'achetaient pas, qui ne se vendaient pas. C'était de l'ordre d'un autre monde. Et si on pense par exemple à ce que disait Aristote, Aristote c'est au IVe siècle avant Jésus-Christ, il considérait qu'il y avait deux mondes. Par exemple, le monde du bonheur humain. Le monde du bonheur humain, c'est un monde où il n'y a pas de prix. C'est un monde où il y a des valeurs comme, par exemple, le bonheur de voir grandir autour de soi ses enfants, d'avoir sa femme auprès de soi et de constituer une unité familiale. Le bonheur de réfléchir, d'utiliser son cerveau, disait-il. C'est un domaine où on n'est pas dans le domaine du prix, pas le domaine de la marchandisation. Alors vous le savez peut-être, au XXe siècle, on est allé très très loin dans la direction opposée. Il y a un prix de Nobel d'économie, je crois que c'est 1984, Gary Becker, qui nous a proposé une analyse de la société en termes purement de marchandises. Et c'est pour ces travaux là, ça choquerait particulièrement M. Lévi-Strauss, qu'il a obtenu son prix Nobel. Et qu'est-ce qu'il disait, M. Gary Becker? Eh bien, qu'il fallait tout faire en fonction d'une logique véritablement marchande ou commerciale. C'est-à-dire que si on voulait se marier, il fallait découvrir dans le partenaire idéal celui qui allait maximiser la fortune qui pouvait être obtenue. S'il faut conseiller ses enfants à des études qu'il faut faire, eh bien, il faut leur conseiller aussi ce qui va maximiser le retour d'un investissement. Si on pose une question qui est, je dirais véritablement de manière classique, un domaine des valeurs, c'est-à-dire la justice, si c'est une valeur, c'est pas quelque chose qui est monnayable encore, quand il y a, je ne sais pas, une logique de marge et intérêt, on va calculer une compensation, etc. Mais le domaine de la justice, c'est essentiellement un domaine qui est d'un ordre différent, c'est des choses où ce sont des grands principes qui dirigent notre action. Eh bien, M. Gary Becker a dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se poser la question de savoir s'il faut mettre des gens en prison pour les réformer ou pour, par exemple, une perspective un peu différente de les réformer, c'est-à-dire simplement de les mettre en dehors de la circulation des gens qui pourraient pâtir du contact avec eux, etc. Et quand, je dirais, les grandes réflexions du XVIIIe, du XIXe siècle sur la justice, s'agit-il surtout de réformer le coupable ou bien de protéger la population? Eh bien non, dit M. Gary Becker, il faut faire un calcul. Il faut calculer quel est le nombre de criminels qu'on peut laisser en liberté qui reviendra le moins cher par rapport au fonctionnement de la société. En sachant que le criminel peut détruire des choses, il peut détruire des vies, qu'il pourrait y avoir justement des dommages d'intérêt si quelqu'un est assassiné et qu'il faut payer une certaine somme, etc. Il faut faire tous les calculs et puis voir le nombre de prisons qu'il faut établir, le nombre de juges, etc. en fonction d'une optimisation sur le calcul. Alors, d'où nous vient cette approche-là? Et enfin, on sait maintenant d'où vient cette approche. Tout ça nous vient, cette idée que tout ce qui est une valeur peut en fait avoir un prix, et même cette idée qui est commune, qui fait partie du sens commun chez nous, qui est que derrière un prix, il y a une valeur. Qu'est-ce qui justifie le prix d'une chose? Eh bien, c'est la valeur qui se trouve derrière. Et c'est le même mot. C'est le même mot que valeur quand on parle du courage, de l'honnêteté, et ces choses, cet ordre-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est une tentative faite par un monsieur qu'on connaît, qui existait, qui a vécu au XIIIe siècle, c'est Albert Le Grand, c'est un scolastique, qui a fait une traduction d'Aristote. Et dans cette traduction d'Aristote, tout sur l'explication d'Aristote de la formation des prix, il a introduit ce mot de valeur. Pourquoi? Parce qu'il voulait à l'époque, justement, qu'on commence à envisager la question du commerce et la question de l'économie en fonction des valeurs. Mais il a introduit cette idée que derrière un prix, il y a une valeur et que la justification du prix, c'est la valeur. Il a introduit ce texte dans les traductions d'Aristote où il ne se trouve pas. Chez Aristote, justement, je l'ai signalé tout à l'heure, le monde de la valeur et le monde du prix, ce sont des mondes distincts. Il faut empêcher que le monde du prix entre dans le monde de la valeur. Comment expliquait-il ça? Sa théorie de la formation du prix, on la trouve dans l'Éthique à Nicomède, dans un livre qu'il consacre à l'éthique, et ce n'est probablement pas un livre qu'il a écrit, c'est probablement ce que nous avons dans l'histoire, c'est probablement des notes d'étudiants qui ont été rassemblées. Mais dans le domaine quand il parle de la politique, et ce qu'il appelle politique, eh bien c'est au sens étymologique de la police. La police, c'est la cité grecque, mais c'est aussi l'État, c'est
le fonctionnement le fonctionnement collectif des humains entre eux. Et bien dans le cas de la politique, disait-il, il faut faire attention à une chose, c'est précisément empêcher cette contamination du domaine des prix avec celui de la valeur, du bonheur, des choses de cet ordre-là, de la justice, de la vertu, et ainsi de suite. Et il attirait l'attention sur la chose suivante, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous l'expliquer. Les marchands dans la cité grecque étaient des gens qui n'avaient pas le statut de citoyen. Ils n'étaient pas esclaves non plus, mais ils avaient un statut intermédiaire. C'est un mot qu'on connaît encore, mais il a changé de sens. C'est le mot qui s'appelle métèque. Un métèque, c'est quelqu'un, j'ai oublié le sens. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Voilà, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et donc l'idée, c'est qu'il y a des gens, qui sont essentiellement des gens qui viennent d'ailleurs et qui s'occupent du commerce. Et là, disait Aristote, il n'a pas employé l'expression de maladie professionnelle, mais on peut un peu lire ça entre les lignes. Aristote expliquait les marchands sont obsédés par l'argent et l'or et par l'accumulation de richesses, mais, disait-il, c'est normal avec leur métier, le métier qu'ils ont, qu'ils aient ces préoccupations, que ça arrive au centre de leurs préoccupations, mais il ne faut pas que les citoyens de la cité grecque confondent ce qui se passe du côté de l'or et de l'argent avec la valeur, c'est-à-dire ce qui nous donne véritablement un sens à la vie. Alors j'ai situé ça pour commencer, parce que la question avait été posée de la définition de l'économie. On m'a proposé de parler du livre le plus récent, mais je ne peux pas m'empêcher de parler d'un certain nombre de choses que je fais, et en particulier parce que ce livre, qui a été publié en septembre de l'année dernière, écrit conjointement avec Bruno Coleman. C'est une série en fait d'entretiens qui est organisée par Marc Lambras, qui est le rédacteur adjoint d'un quotidien financier qui s'appelle l'ICO en Belgique, c'est l'équivalent de Les Échos en France. Et Lambras nous a posé un certain nombre de questions, mais il est resté dans un cadre que je dirais relativement classique. Et je préférerais, moi, parler de ces questions dans un cadre qui fait un peu plus sens, je dirais, par rapport à ce qui pourrait être les préoccupations d'un sociologue ou d'un anthropologue. J'ai déjà fait allusion à la dimension environnementale des problèmes qui sont les nôtres maintenant. J'ai aussi souligné le fait que nous n'avons pas jusqu'ici guidé de manière délibérée notre espèce dans un certain type de comportement. Nous avons véritablement vécu dans ce qu'on appelle maintenant l'autorégulation, c'est-à-dire qu'on a laissé les choses se développer à leur manière. Bien sûr, de temps en temps, nous nous réunissons, nous écrivons des lois, nous créons un cadre, on définit un cadre moral, etc. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de processus délibéré d'autodomestication, mais il n'y a pas véritablement de décision en disant voilà, si il y a des conférences sur le climat, et comme vous le savez, ça ne donne jamais grand-chose, il va y avoir maintenant un G21, nous ne répondons pas à la gravité des questions avec la vitesse qu'il faudrait. Ce problème environnemental, il nous rattrape, puisqu'on sait maintenant, quand on demande aux physiciens, quand est-ce que le problème va se poser de manière tout à fait dramatique, ils disent ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des cycles très importants pour la perspective de la survie de l'espèce à la surface de la planète, qui sont engagés dans la mauvaise direction, et on nous dit que c'est une question de 1-2 générations. Une génération, on est démographes comme que c'est 30 ans, 60 ans, c'est-à-dire qu'il faut aller très très vite. Or, je dirais, et c'est ça le bilan établi par Lévi-Strauss, nous n'avons pas notre comportement n'est pas convaincant par rapport à l'idée que nous pourrions prendre des décisions collectivement, que nous pourrions agir dans l'urgence, prendre des mesures véritablement importantes par rapport à notre comportement. Donc quand le biologiste regarde notre espèce humaine et qu'il veut la décrire comme en tant qu'espèce animale, il y a deux adjectifs qui viennent sous sa plume dans son discours. Il nous décrit
comme étant une espèce opportuniste, mais il nous est décrit comme une espèce colonisatrice. C'est-à-dire que nous sommes comme d'autres espèces, nous avons des comportements d'un type particulier que l'on peut décrire. Autre espèce opportuniste, par exemple le rat. Et le fait est que le rat vit en bonne compagnie avec nous, pas à la surface des choses, mais en dessous, qui vit dans nos environnements. Le rat est comme nous une espèce opportuniste, ce qui veut dire que nous pouvons vivre dans des cadres extrêmement différents et que nous allons nous adapter. Nous allons tenir compte des spécificités de l'environnement et agir en conséquence. Il y a des tas d'espèces qui ne sont pas opportunistes de ce point de vue-là. Lorsque les conditions se varient légèrement de l'environnement, elles disparaissent localement, elles n'ont pas cette capacité d'adaptation. Alors qu'est-ce qui nous donne cette capacité d'adaptation? Bien évidemment, c'est la manière dont nous réagissons en un contexte où nous pouvons faire un processus, utiliser un processus rationnel de calcul, de dire voilà, tel est le problème à résoudre, nous allons résoudre de telle et telle manière, nous avons la capacité de faire ça. Mais le rat sans langage fait la même chose. On sait que quand on pose un problème de labyrinthe à un rat, il le résout exactement de la même manière. Nous avons, je dirais, les mêmes types de capacités d'apprentissage. Et espèce colonisatrice, cela veut dire la chose suivante, c'est que quand nous découvrons, quand l'espèce humaine a découvert un environnement particulier, elle va l'exploiter au maximum, comme d'autres espèces font. Il y a un exemple bien connu, c'est un petit campagnol qu'on appelle le lemming, qui vit dans les zones boréales, qui vit à la limite du cercle polaire. Et il y a des documentaires, vous avez peut-être vu ça, du lemming. Le lemming envahit assez rapidement, parce qu'il a une capacité de reproduction assez rapide, un environnement. Et quand cet environnement est épuisé par la population, parce qu'elle atteint son maximum, eh bien, ce petit rongeur a ce comportement qui nous paraît curieux et même suicidaire, c'est-à-dire qu'une partie de cette population va essayer de trouver un autre environnement autour de l'endroit où il se trouve. En général, ces lemmings vivent dans une vallée particulière, eh bien, ils vont tenter de sortir, une partie au moins de cette population va tenter de sortir de cette vallée et de trouver un autre endroit. Alors, ce qui nous fait analyser ça ou interpréter ça en termes de comportement suicidaire, c'est parce qu'on voit cette masse de petits rongeurs qui n'a pas conscience des obstacles qui sont devant eux. Ils voient une rivière, et ils ne jugent pas de leur capacité à traverser en nageant, ils se précipitent dedans et nous voyons des quantités énormes se noyer parce qu'il n'y a pas d'évaluation de la difficulté de la tâche, où nous les voyons arriver au bord d'une falaise et on les voit tomber de cette falaise parce qu'il n'y a pas eu d'évaluation de l'interprétation possible de cette falaise. Mais le fait est que s'il y a des lemmings aujourd'hui, c'est que ce comportement-là a réussi au cours des âges. C'est que de cette manière-là, en courant dans toutes les directions à partir d'un certain moment, eh bien, ils trouvent une autre vallée, en général. Et puis on recommence le processus. Et puis il épuise assez rapidement, il faut recommencer les choses. Et nous avons le même comportement, c'est-à-dire que si on regarde d'un point de vue, je dirais, paléontologique, notre espèce, il y a des études récentes qui sont très intéressantes à ce point de vue-là. Il y a eu donc deux grands peuplements distincts de sortie de l'Afrique de l'espèce humaine, mais nous pouvons alors tracer, quand on retrouve des traces d'ADN, etc., on peut retrouver la circulation des populations. On voit comment elles sont allées d'un endroit à un autre. Et si on regarde ce processus d'une manière globale, eh bien nous arrivons, je dirais, véritablement au stade où le lemming commence à se rendre compte qu'il faudrait trouver un autre environnement. Et ça produit par exemple un film comme Interstellar, vous avez peut-être vu, où on se dit, bien, c'est un peu terminé pour nous ici, il va falloir trouver un autre endroit, et ainsi de suite, et on avance dans cette autre direction. Enfin, c'est M. Stephen Hawking, c'est quoi, c'est il y a 2-3 semaines, qui a dit de la manière dont nous misons ici, et il a fait une remarque qui était du type justement de dire nous sommes incapables de modifier notre comportement colonisateur, alors il faut se réconcilier avec l'idée, on va détruire l'environnement ici, mais à ce moment-là, il faut qu'on soit logique, il faut qu'on commence à se préparer à lire un autre monde, à se rendre ailleurs. Le fait est, et on le sait, ça fait pas mal d'années maintenant, quelques dizaines d'années, où on regarde notre comportement, nous voyons que nous résistons mal aux rayons cosmiques, quand nous sommes en altitude, nous ne sommes pas véritablement équipés pour faire des longs voyages, pour aller nous installer ailleurs. À partir, vous savez, il y a peut-être cette expérience qui
est proposé par une firme commerciale comme un projet qui n'a pas un soutien, je dirais, par un État ou par des gouvernements, de trouver des volontaires pour aller s'installer sur Mars. Et il y a une évaluation qui a été faite récemment, disant que de la manière dont le projet est conçu maintenant, les personnes qui se retrouvent sur Mars n'auraient pas la capacité de vivre bien davantage qu'une 60aine de jours, c'est-à-dire 2 mois, ce qui n'est évidemment pas suffisant pour établir une véritable colonie. Alors voilà, si nous sommes incapables de modifier notre comportement, et des gens comme Stephen Hawking, le physicien britannique, se convainc que non, nous n'avons pas la capacité de véritablement réfléchir, de faire les choses de manière délibérée, alors il faut que nous adaptions au fait que nous sommes des colonisateurs et allons coloniser. C'est la solution. Nous serons comme le Lénine qui a épuisé sa vallée et qui essaie d'en trouver une autre. Le problème, c'est que la Terre, c'était quand même pas mal pour nous, ça nous convenait. Et plutôt que de dire comme Lévi-Strauss, bah, tant pis, voilà, ça n'a pas de chance qu'on passe à autre chose, il faudrait peut-être que, et c'est ce que je propose personnellement, qu'on essaie de tirer les conséquences pour la première fois du fait que nous avons la capacité de réfléchir, que nous savons ce qu'il faut faire et que nous connaissons les obstacles pour essayer peut-être de garder cette planète, de la rétablir aussi dans un état tel que nous puissions continuer à y vivre. Vous savez sans doute, depuis quelques années, nous épuisons chaque année 1,6 planètes, c'est-à-dire que nous utilisons bien davantage que les ressources qui sont disponibles. La première chose à faire, évidemment, c'est de baisser à 1 pour permettre un développement durable, une reproduction de l'environnement autour de nous. Même quand nous aurons baissé à 1, si nous arrivons à le faire, ça n'aura été encore que je dirais que de stabiliser la situation telle qu'elle est maintenant, il faudrait tomber en dessous de 1. Et ça nous mène à d'autres réflexions sur qui nous sommes, parce que pourrions-nous baisser la croissance en dessous de ce que nous faisons maintenant et arriver à un modèle qui soit véritablement durable. Et c'est un débat que j'ai avec des gens qui me sont relativement proches, parce qu'ils m'invitent souvent et on fait des bouquins ensemble, etc. Mais on a un différent sur la capacité de faire de la décroissance comme on devrait sans doute le faire. C'est que j'attire leur attention sur le fait que notre système économique et financier ne nous permet pas de le faire. Dans le cadre des systèmes économiques et financiers que nous n'avons pas la capacité de faire un système décroissant. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons un système économique qu'on appelle le capitalisme, et ce capitalisme, c'est un système qui est fondé, il n'est pas que seul, fondé sur la propriété privée, mais c'est un des systèmes qui est fondé sur la propriété privée. Et nous avons, dans cette perspective de marchandisation, pratiquement privatisé tout. Et récemment, dans les années 1970 à maintenant, dans un environnement où l'idéologie dominante est l'idéologie libérale, néolibérale, etc., nous avons continué à privatiser. Nous continuons. Nous savons, par exemple, il y a un État comme un pays comme l'Équateur s'est trouvé à un moment donné dans une situation où il n'y avait plus accès à l'eau potable de manière gratuite ou de manière collective. Donc il fallait passer par les compagnies qui vous vendaient l'eau, mais non pas comme des compagnies d'État, mais des compagnies privées qui vendaient ça sous cette forme que je vu ici. J'en profitais pour me laisser un petit verre d'eau. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de la croissance? Eh bien, quand je dis ça, on confond le fait que je sois pour, quand je dis ça, mais c'est pas ça que je veux dire. Je souligne simplement que dans un système où on est un système de propriété privée, si nous voulons produire quelque chose, ou si nous voulons distribuer quelque chose, par exemple, on achète quelque chose avec des produits, il faut maintenant le distribuer. Il faut aller dans de l'usine qui se trouve à quel endroit, il faut aller à l'endroit où les gens vont pouvoir l'acheter. Il faut pour pouvoir produire, il faut rassembler un certain nombre de ressources. Dans un cadre de propriété privée, vous le savez, la plupart des ressources qu'on utilise pour produire, à part le travail, qui est produit par des gens individuellement, ce sont des ressources qu'il faut emprunter quelque part. Il faut les acheter ou les emprunter. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a quelqu'un qui en est le propriétaire. Bon, vous savez, Jean-Jacques Rousseau, dans son essai sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, a dit le premier qui a dit ceci est à moi, eh bien s'il a lancé un processus qui est un processus irréversible, et celui qui était là à le regarder aurait dû dire misérable, ne fais pas ça, parce que tu nous conduis dans une situation absolument, dans une voie de garage. Et c'est vrai.
Pourquoi? Parce que quand nous devons emprunter quelque chose et que nous devons compenser la personne à qui nous empruntons, nous devons payer des intérêts. Ces intérêts, on les appelle différemment selon on lui donne des noms différents. On appelle ça parfois un loyer. Quand c'est une somme fixe, nous empruntons un appartement qui n'est pas à nous, et on paye un loyer. Ce loyer, c'est l'équivalent de payer des intérêts pour quelque chose qu'on a emprunté. Les dividendes qu'on reçoit sur des actions, c'est cela aussi. Mais alors, pourquoi la croissance est nécessaire? Parce que ces intérêts, parce que ces loyers, parce que ces choses de cet ordre-là, ces dividendes, c'est une part sur une nouvelle richesse créée. Les dividendes, quelle est la définition des dividendes sur une action? Eh bien, c'est une part sur les bénéfices de la société. C'est quoi les bénéfices? C'est une partie de la nouvelle richesse qui a été créée. Pour payer les intérêts, il faut créer une ressource, une richesse supplémentaire. C'est-à-dire, il faut la croissance. Nous avons intégré ça dans le fonctionnement, par exemple, des institutions européennes. On appelle ça le pacte de stabilité financière. Qu'est-ce que ça veut dire? Et vous pouvez voir, c'est la définition dans le livre d'économie. Si nous devons nous mettre dans une situation telle que les États n'empruntent pas davantage chaque année. Alors, comment est-ce qu'on peut calculer ça? Eh bien, c'est très simple. La croissance sur le PIB, produit intérieur brut, le fait qu'on ait produit plus que l'année précédente, la croissance définit la part sur laquelle on peut payer des dividendes ou des intérêts sur les sommes empruntées. Et le pacte de stabilité vous dit la chose suivante, il faut que la croissance soit supérieure au taux moyen auquel l'État emprunte. Vous savez, l'État émet des obligations, c'est-à-dire qu'il emprunte de l'argent auprès du public ou auprès des banques, et il lui faut là-dessus payer des intérêts. Ces intérêts, il va les payer sur la croissance. Non pas que l'État bénéficie directement de la croissance, mais l'État impose des impôts sur la nouvelle richesse créée, sous la forme des rémunérations, des revenus qui sont les vôtres, sur le revenu des entreprises, etc. Sans la croissance, on ne peut pas payer les intérêts sur les sommes empruntées. C'est là, les intérêts, les dividendes, ça doit être ponctionné sur une nouvelle richesse supplémentaire. Alors si on veut réfléchir dans le sens qui est le nôtre, c'est-à-dire par exemple on veut sauver l'environnement, donc il faut une décroissance. Comment peut-on faire une décroissance et payer les intérêts? C'est la situation dans laquelle se trouve en ce moment la Grèce, c'est vraiment au centre de l'actualité. Ce pays a emprunté énormément, il doit payer des intérêts sur les sommes, on a pu stabiliser par une sorte de coopération à l'intérieur de la zone économique et de la zone euro, on a pu stabiliser la situation, mais il faut payer des intérêts sur les sommes qui ont été empruntées. Alors, nous devons le savoir. Et si nous voulons entrer dans un mode décroissant et sauver notre environnement et la capacité de notre espèce à vivre à la surface de la Terre, il faut absolument que nous modifions ce système où nous payons des intérêts sur parce que tout fait partie de la propriété privée et que dès que nous utilisons une ressource qui n'est pas directement la nôtre, nous devons payer des intérêts là-dessus. Les deux ne sont pas compatibles. La survie de notre espèce à la surface de la Terre et le paiement d'intérêts n'est pas possible. Il s'est ajouté à ça, à ce versement d'intérêt qui pose déjà un problème, je dirais, vraiment très sérieux et qui, à mon sens, doit être résolu avant qu'on puisse passer à autre chose. Nous avons ajouté un autre élément qui aggrave encore les choses. Le mot spéculation est un mot qui est utilisé de manière extrêmement générale. On parle de spéculation intellectuelle. La spéculation intellectuelle, c'est réfléchir à quelque chose, c'est imaginer un cas hypothétique, imaginer les conséquences, etc. Acheter une maison en se disant j'espère que le prix augmentera parce que peut-être je le donnerai à mes enfants et ils auront peut-être envie de le vendre, j'espère que le prix augmentera. On peut appeler ça de la spéculation. Mais en finance et en économie, le mot spéculation a un sens spécifique, beaucoup plus restreint que cela. Et la spéculation, au sens financier, était quelque chose qui était interdit. Qui était interdit jusqu'en 1885 en France. Dans d'autres pays, la spéculation a été autorisée à d'autres dates. En Suisse, c'est en 1860, en Belgique, en 1867. Et la spéculation
la définition de la loi, parce que c'était inscrit dans la loi l'interdiction, elle a pour définition les paris faits sur l'évolution des prix. Voilà. Et si vous regardez en fait on renvoie quand on parle de spéculation dans un terme, je dirais, dans un sens purement économique ou financier, c'est bien ça. Ce sont des paris faits entre deux parties sur le fait, l'un dit que tel prix va monter et l'autre qu'il va baisser. Quand les gens me disent oui, mais si on attend de la spéculation, je ne pourrais pas espérer que le prix de la maison va augmenter, je réponds non, puisque ça n'entre pas dans ce cadre-là. Je réponds, quel est l'autre parieur en face? La personne dit, il n'y a pas d'autre parieur. Je dis, dans ce cas-là, on n'est pas dans un cas de spéculation, vous êtes simplement quelqu'un d'optimiste ou quelqu'un qui espère gagner de l'argent, etc. Mais vous n'êtes pas en train de spéculer. Si on veut reconnaître ce qu'est la spéculation, c'est très simple. La spéculation, si on en a un cas et on ne sait pas si c'est la spéculation, il faut voir si un risque a été créé de toutes pièces. C'est un test extrêmement simple. Imaginons que monsieur ici au premier rang et moi, nous voulons faire un pari. Et nous allons parier 1 million sur le fait qu'il pleuvra ou il ne pleuvra pas demain. Bon. Demain, il pleut, moi j'avais parié qu'il ne pleuvrait pas, je dois payer 1 million. Où est-ce que je vais le trouver? Je ne vais pas en fait. Pourquoi j'ai parié un truc comme ça aussi stupide? Parce que j'étais sûr de gagner. Parce que j'avais un ami à l'Institut météorologique qui m'avait juré que demain il ne pleuvrait pas. Donc, la spéculation entre banquiers, c'est de l'ordre de cet ordre-là. Ce sont deux parties qui imaginent, qui sont certains pratiquement que quelque chose va se passer, et l'un parie dans un sens et l'autre dans l'autre. Comme l'un des deux n'a pas nécessairement l'argent, ou bien qu'il a emprunté l'argent qu'il va utiliser dans le pari, etc., on a créé un risque supplémentaire, un risque qui n'existait pas. Oui, il y a bien un risque associé au fait qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas demain, ça peut déboucher sur une inondation, ça peut empêcher telle moisson d'être récoltée, etc. Ça, c'est un risque qui est inhérent au fait qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Le fait que nous ayons décidé de parier 1 million là-dessus, c'est un risque supplémentaire que nous avons ajouté de manière tout à fait arbitraire et nous avons créé un risque qui n'existait pas dans la nature. Quand en 2008, à l'automne 2008, quand il y a un effondrement du système financier, les États, les États-Unis, les États européens, le Japon, etc., sont venus éponger la dette. Ils ont, vous le savez sans doute, dans la deuxième moitié de septembre 2008, les États ont sorti des sommes tout à fait considérables. C'est la première fois aux États-Unis qu'on a parlé de trillions de dollars. Des milliers de milliards de dollars. Il y a à peu près de l'ordre d'un trillion de dollars. En français, il faudrait dire 1 billion. Mais c'est 1000 milliards de dollars. Les Européens ont contribué à une somme qui est pas aussi importante, que ça doit être de l'ordre de 800 milliards d'euros. Ce sont des sommes quand même tout à fait considérables qui ont été dépensées à ce moment-là. Au moment où les États interviennent pour payer ces sommes, ils le font avec les ressources qui sont les leurs. Il n'y a pas que les impôts qu'on exige de vous si vous payez des impôts. Il y a d'autres sommes qui ont été utilisées, mais c'est essentiellement les impôts. Est-ce qu'on a essayé de faire un tri à ce moment-là en disant on va rembourser des pertes qui sont véritablement des pertes économiques, par exemple liées au fait que les compagnies entrent en faillite parce qu'elles ne peuvent plus vendre à un prix qui soit un prix qui leur permet de couvrir leurs coûts, etc. Non. En septembre 2008, lors de l'effondrement, les États ont remboursé toutes les sommes, y compris les paris purement spéculatifs entre acteurs financiers. Quand je dis acteurs financiers, ce sont les banques, ce sont les hedge funds, etc. On n'a pas fait la différence. Quel est le montant? Un calcul que je vais faire rapidement, je n'ai pas fait les calculs dans les détails. J'ai l'impression que les sommes liées à la spéculation représentent de l'ordre de 40% de celles qui ont été payées. On ne nous a pas demandé simplement de rembourser des pertes économiques dues à pas de chance, si vous voulez. On nous a demandé de rembourser des paris qui avaient été faits délibérément par des gens comme, je disais tout à l'heure, monsieur et moi, qui décidons de parier 1 million sur le fait qu'il pleuvra demain. Si nous faisons ce pari, et si nous savons que si nous ne pouvons pas payer la somme, c'est le contribuable qui payera, ça ne nous responsabilise pas vraiment. On pourra recommencer demain dans ce cas-là. C'est ce qu'on appelle ça la privatisation des bénéfices et la socialisation des pertes. Voilà. C'est une expression en fait
On se pose souvent la question d'où elle vient, mais en fait elle vient d'un économiste au XIXe siècle il avait déjà remarqué cela. Eh bien que quand un système économique est menacé d'effondrement total, eh bien l'État intervient pour payer la note. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en 2008? Il aurait fallu d'abord ne pas rembourser les pertes qui étaient des pertes purement spéculatives, et en tout cas, il aurait fallu empêcher que ça ne se reproduise. Or, ce matin, avant de venir, j'ai lu un article dans le Financial Times, qui est un article qui explique qu'on est revenu exactement à la même situation que 2008, c'est-à-dire que des pertes du même ordre que celles qui ont été essuyées à ce moment-là, eh bien, sont de nouveau possibles. Il y a eu une période de flottement où on a essayé d'introduire une législation pour empêcher que ça ne se reproduise, mais le milieu financier a agi de manière délibérée pour empêcher que ces mesures ne soient prises. Je vous donne un exemple, je vais vous en donner plusieurs. Un exemple, c'est que donc en septembre 2008, la crise proprement dite, vous savez sans doute, c'est la faillite de Lehman Brothers, qui est une banque d'investissement américaine qui déclenche tout ça. Mais dans la réalité, ce qui se passe, c'est que les money markets ne sont plus solvables. Qu'est-ce que c'est les money markets? Ce sont les marchés des prêts à moins d'1 an, qui sont essentiellement faits entre les banques, entre elles. Et c'est un marché qui est considéré comme extrêmement liquide. Et liquide, ça veut dire simplement qu'on peut facilement faire une opération telle qu'on voudrait la faire, au prix qu'on imagine pouvoir la faire. Par exemple, une opération parfaitement liquide, c'est que je vous échange un billet de 50 € contre deux billets de 20 et un billet de 10. Voilà, c'est absolument liquide. Vous n'allez pas refuser, moi je ne vais pas refuser non plus. Il n'y a pas la moindre difficulté et nous faisons l'opération au prix que nous imaginons. Une opération pas liquide, c'est vendre une maison. Bon, dites voilà, je voudrais 250 000 de ma maison, 250 000 €. Est-ce que vous allez trouver quelqu'un qui va vous donner exactement 250 000? Est-ce que vous allez pouvoir le faire dans la minute? Non, certainement pas, etc. Une opération pas liquide. On ne va pas pouvoir le faire tout de suite, et probablement pas au moment qu'on l'avait imaginé. Ces money markets s'effondrent. On sait que ce qui s'effondre, c'est-à-dire que ça cesse d'être liquide. C'est-à-dire que vous dites, voilà, j'ai une dette envers vous, et ça vaut $1. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne valait plus que 99 cents. Ça paraît peut-être pas grand-chose, mais sur les dizaines de milliards, les centaines de milliards qui sont échangés, ça suffit à ce que le système s'effondre. On a réuni une commission, immédiatement. On a réuni une commission, SEC, Securities Exchange and Commission, aux États-Unis, c'est le régulateur des marchés. Ils ont commencé à travailler en 2009, ils sont arrivés à leur conclusion en 2012, ils se sont réunis, ils ont dit voilà, nous avons trouvé un système pour que un effondrement de ce marché ne puisse plus avoir lieu. On s'arrangera, on fait un système de garantie, on permet à une chambre de compensation, c'est-à-dire quelqu'un qui fait jouer un jour d'arbitre là-dedans, de se trouver au milieu, et on a trouvé le système pour que cette catastrophe comme celle de septembre 2008 n'ait pas lieu. Ils se réunissent. Il y a une personne parmi les membres du comité qui va voter avec les autres. C'est une personne qui est très proche du milieu bancaire, qui vote contre le contre. Et depuis 2012, nous savons ce qu'il faudrait faire pour empêcher qu'une crise de ce type-là ait lieu. Et la mesure n'est pas prise parce qu'il y a quelqu'un qui représente le milieu bancaire et qui a mis son veto à cela, qui a interdit qu'on fasse des choses de cette manière. Un autre exemple, c'est qu'il s'est passé la chose suivante. Là, on était dans le premier semestre de 2008. Le prix du baril de pétrole, il faut vous dire d'abord, il y a eu une récession à l'échelle globale, à l'échelle planétaire, a débuté en 2007. Donc, quand on est au premier semestre 2008, on est dans une situation où le monde entier est déjà, sauf pour des pays qui ont gardé, je dirais, une capacité véritable à produire avec une croissance très élevée, comme dans ce contexte-là, à ce moment-là, la Chine et l'Inde parviennent encore à le faire, mais on se trouve dans une situation générale de récession à l'échelle globale. La consommation en pétrole diminue de manière importante. Pourquoi? Parce qu'on produit moins dans les usines, etc. Mais le prix du baril de pétrole triple en 6 mois. Entre le 1er janvier 2008 et je crois que c'est le 11 juillet, c'est mon souvenir, 2008,
le prix du baril de pétrole est passé de 40 à 140, c'est-à-dire que plus qu'un triplement. La raison n'est bien entendu pas l'augmentation de la demande, puisqu'au contraire, la demande est en diminution. On s'est réunis pour essayer de trouver les raisons de ce qui s'est passé, et on s'aperçoit que ce sont les spéculateurs qui ont fait augmenter le prix. Pourquoi? Eh bien, ces spéculateurs sont des gens qui avaient peur, en raison du début de la récession, que la valeur du dollar ne baisse, et qui ont commencé à spéculer sur les matières premières. Et donc, dans une situation où l'offre et la demande suggéraient que le prix du baril de pétrole baisse, il a au contraire non seulement augmenté, mais il a augmenté de manière tout à fait considérable, multiplié par 3. Quand les gens spéculent, les grandes entreprises spéculent, elles ne spéculent pas sur un seul produit, elles spéculent sur ce qu'on appelle des paniers, et dans un panier, c'est un ensemble de produits, 9 produits, 12 produits. Dans ce panier où on spéculait sur le pétrole, on spéculait également sur les céréales, sur l'or, etc. Rapidement, avec un triplement du prix du pétrole, le prix du pétrole intervient dans les prix agricoles. Vous savez, pour le transport, par exemple, voilà, parce que les pesticides, les herbicides sont des produits dérivés du pétrole. Mais, dans ce cas-là, l'augmentation n'était pas due à cela. Elle était due au fait que les spéculateurs spéculaient sur un ensemble de produits simultanément. Si vous regardez les journaux sur cette période-là, la période du premier semestre de l'année 2008, vous apercevrez qu'il y a des émeutes de la faim en Haïti, en Indonésie, dans différents pays africains. Les spéculateurs sont appelés devant, non pas un tribunal, mais devant une commission d'enquête. Commission d'enquête américaine, on appelle les spéculateurs, on demande d'expliquer ce qui s'est passé. Qui est-ce qui a demandé qu'on réunisse cette commission? Eh bien, c'est le Pentagone, le ministère de la Défense américain. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au niveau du baril de pétrole, un triplement en 6 mois, le Pentagone n'arrive plus à constituer les réserves en kérosène, en essence, en diesel, en gazole dont il a besoin pour l'armée américaine. Donc, il appelle une réunion. On fait cette réunion, on s'aperçoit que l'explication de ce qui s'est passé, c'est la spéculation. Les spéculateurs, évidemment, n'aiment pas trop d'être réunis dans une salle et qu'on les désigne comme ça comme étant responsables des meutes de la faim quelque part. Ils se retirent brutalement des marchés et les prix s'effondrent. Alors, c'est bien pour nous. Le problème, c'est que quand si la spéculation peut gagner quand le prix augmente, ce sont des marchés symétriques. C'est-à-dire qu'on peut spéculer sur la baisse d'un produit. Nous pouvons parier sur le fait qu'il pleuvra demain, mais nous pouvons aussi parier exactement de la même manière sur le fait qu'il ne pleuvra pas. Bon, on peut spéculer à la hausse comme à la baisse. De la même manière que quand on spécule sur le prix, on ne sait pas où il va s'arrêter, puisque tant que ça monte, eh bien, on peut continuer à ajouter continuer à mettre de l'argent, à parier davantage. Quand ça baisse, on ne sait pas non plus où ça s'arrêtera. Quand ça baisse, quand ça monte, qui est-ce qui a payé pour les sommes considérables le triplement du pétrole? Ben, c'est nous, comme on va à la pompe, et qu'on payait davantage. Il y a un monsieur, j'oublie son nom maintenant, mais il a été son nom dans les journaux à cette époque-là, premier semestre 2008. Il avait droit, c'était la première personne au monde qui avait droit à un bonus de 200 millions, de dollars. Qu'est-ce que c'était ces 200 millions? C'était 20% sur la somme qu'il avait gagnée. Il avait gagné 1 milliard pour sa compagnie, une compagnie pétrolière, il avait droit à un bonus de 20%. Cette fois-là, il n'a pas eu, parce que comme ça fait la une des journaux, on a empêché que ça se passe. Mais ce 1 milliard qui avait été gagné par sa compagnie pétrolière, c'était nous tous, en allant à la pompe, qu'on avait payé cette somme. Quand le prix s'effondre et qu'il tombe, on peut continuer à parier à la baisse sur le fait qu'il tombera. À ce moment-là, qui est-ce qu'on atteint? C'est plus le consommateur, c'est le producteur. Parce que par exemple, quand le prix des céréales tout à coup se met à tomber, qui tombe de manière vertigineuse, rien ne dit qu'il va s'arrêter à un niveau qui permettra encore aux producteurs de céréales de s'en sortir. Je ne sais pas si le producteur céréal, ses coûts sont, je vais dire un chiffre au hasard, c'est absolument pas quels sont les chiffres, si ses coûts sont de 50 € au quintal,
et que les chiffres, le prix tombe en dessous de ça, et bien à ce moment-là, c'est lui qui ne peut plus continuer. Même chose pour le cacao, le café, etc. Le spéculateur n'a souvent même aucune conscience de sur quel produit il parie. Parce qu'il parie par exemple justement sur un panier de 9 produits différents. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, après cette époque-là, quand les spéculateurs sont accusés, etc., on se dit, on va faire pareil, on va faire une commission, on va essayer de rendre la chose impossible, on va essayer de s'arranger pour que la spéculation ne puisse pas tripler le prix du pétrole sur une certaine durée. On s'est réunis, même processus que dans le cas de la SCC que j'ai raconté tout à l'heure. Il y a, dans la réunion qui a lieu, il y a des représentants des compagnies pétrolières, il y a des représentants de ceux qui ont produit un ensemble de projets de législation pour empêcher que ça se reproduise. Et il y a l'Agence internationale pour l'énergie. Qu'est-ce que c'est l'Agence internationale pour l'énergie? Eh bien, c'est un organisme public qui nous représente tous sur les questions d'énergie. Le législateur propose un certain nombre de mesures pour empêcher la spéculation, et pas pour l'interdire entièrement, mais pour empêcher par exemple qu'il y ait plus de 30% sur un marché au moment où il y a une crise sur ce marché, etc. Les compagnies pétrolières qui sont là disent non, on n'est pas d'accord, on est contre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous empêcher, vous, de prendre les lois pour nous imposer ce système. Mais si c'est le cas, eh bien, nous cesserons de transmettre les informations. Nous cesserons de donner les chiffres, ce qui rendra la législation inapplicable. Alors on se tourne vers l'Agence internationale pour l'énergie, qui nous représente tous, qui représente le contribuable de tous les pays, qui représente l'ensemble de l'humanité sur l'aspect justement d'une gestion de l'énergie. Et que fait l'Agence internationale de l'énergie? Elle prend le parti des compagnies pétrolières. C'est-à-dire qu'elle rend ces mesures qui sont proposées, là aussi on entend 2012, ces mesures proposées pour empêcher que ne se reproduise une situation comme celle du début 2008, cette agence range aux côtés de l'industrie. Pourquoi? Eh bien, nous le savons, on appelle ça le pantouflage, c'est parce que ce sont les mêmes personnes qui à un moment donné travaillent dans une compagnie pétrolière et qui après deviennent des représentants de l'Agence internationale de l'énergie, etc. Quel est le système? Pourquoi est-ce possible? Eh bien, parce qu'on nomme dans ces agences qui nous représentent tous, on nomme des gens sur la base de l'expertise. Et qui est-ce qui est un meilleur expert? Bien entendu, c'est une personne qui a déjà travaillé dans ce domaine, c'est toujours la justification. Il y a quelques années, c'était en 2009, bon, on m'a invité plusieurs fois au Parlement européen, mais cette fois-là, en 2009, je suis appelé à témoigner en tant qu'expert sur une question financière. Et nous sommes 8 experts. Les 7 autres personnes lisent un papier qui est une sorte de publicité pour leur banque. Dans le cas d'une personne, ce n'était pas la publicité pour la banque pour laquelle elle travaillait, c'était une personne qui appartenait au gouvernement britannique, et ce qu'elle a fait, c'est une espèce de publicité pour le gouvernement britannique. Moi, j'étais un expert indépendant, tout à fait électron libre. Je suis intervenu. On m'a dit, il a été extrêmement difficile de vous inviter, vous. Bon, j'étais le seul qui répondait véritablement à la définition de ce qu'on voulait, c'est-à-dire d'un expert indépendant, mais ça n'a pas joué. J'ai couvert un certain nombre d'aspects. On pourrait parler aussi de la crise de l'euro, et là, il faudrait peut-être une conférence en soi pour parler de ça maintenant. Il y a un dernier aspect sur lequel dont je voudrais vous parler avant de se tourner dans la salle et que vous puissiez me poser des questions. C'est un troisième. Si on pense, je dirais, vraiment aux difficultés dans lesquelles nous sommes, il y a donc tous les aspects environnementaux qui sont d'une certaine manière liés à notre système économique parce que, comme je l'ai expliqué, si on voulait modifier notre attitude vis-à-vis de l'environnement, on ne pourrait pas le faire sans modifier notre attitude vis-à-vis de notre système économique et financier. Mais il y a encore une autre dimension qui ajoute à la difficulté. Cette dimension, c'est la complexité. On en a parlé tout à l'heure. Je ne sais plus quand nous étions 1 milliard à la surface de la Terre. Est-ce que c'était... je crois qu'on était 3 milliards en 1950, je crois qu'on était 1 milliard au début, vers les années 1900, etc.
la multiplication de la population est énorme, extrêmement rapide. Qu'est-ce que ça fait la multiplication des populations? C'est une multiplication aussi des interactions que nous avons entre nous. Moi, j'habite à une époque, j'ai fait mon travail de terrain dans l'île de Ouate, dans le Morbihan, et il y avait 150 personnes. Alors, au maximum, je pouvais interagir avec 150 personnes. Si je me trouve à Rennes, dans la rue, si je passe la journée à Rennes, je peux interagir avec bien davantage que 150 personnes. À la limite, je pourrais interagir avec chacun des représentants de la population de la ville. La complexité augmente avec le nombre d'interactions que nous avons. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de notre comportement? Ça veut dire que nos comportements chacun deviennent plus imprévisibles. Quand nous pouvons simplement rencontrer une vingtaine de personnes dans la journée, nous pouvons dire que je vais faire telle et telle chose. Si le nombre d'interactions que nous avons avec un grand nombre de gens, s'il y a une augmentation, eh bien le nombre de ce qu'on appelle les impondérables, c'est-à-dire les petits accidents que l'on n'a pas pensé, va augmenter. Ça, c'est un élément, je dirais, en soi, de complexité qui a augmenté dans nos sociétés. Moi, je suis belge de naissance, c'est un pays où il y a, je crois qu'il y a 11 millions d'habitants. J'ai passé 10 ans de ma vie dans une ville qui s'appelle Los Angeles. Los Angeles, c'est une ville qui a 13 millions d'habitants, c'est-à-dire c'est une ville en soi qui est plus grande que le pays dont je viens. Si on veut faire fonctionner une société avec des villes où on a plus de 10 millions d'habitants, je crois qu'il y a en Chine, mais je crois qu'il y a des villes qui sont de l'ordre de 50 millions d'habitants, il faut un système qui soit vraiment bien rodé, un système qui ne peut pas se permettre des accidents. La complexité a augmenté simplement en termes de nombre de personnes que nous représentons à la surface de la Terre. Mais nous avons aussi augmenté la complexité d'une autre manière. Nous avons augmenté la complexité parce que nous avons inventé une machine, mais en particulier une machine qui permet de gérer la complexité à un niveau qui n'existait pas auparavant, c'est l'ordinateur, qui nous permet de faire des choses à la vitesse et en faisant intervenir un nombre d'éléments de manière tout à fait considérable. Quand j'ai commencé à travailler en finance, il n'y avait pas de logiciel pour le faire. Si vous vouliez calculer la valeur dans le prix d'une obligation, c'est une opération, on utilisait une règle à calculer. Ça prenait, je ne sais pas, un quart d'heure, 20 minutes de faire le calcul. J'ai fait partie de la première génération de gens qui ont écrit des logiciels pour faire ça. Et très rapidement, il a suffi d'un dixième de seconde pour faire le calcul. Ça nous permet de faire ce que nous faisons maintenant. Vous rencontrez tous les jours des gens comme la personne que j'ai rencontrée l'autre jour qui est une comptable, qui est à la tête de l'organisation comptable dans une grosse entreprise et qui me dit, il y a 10 ans, notre équipe c'était 3,5 postes, il y avait moi, il y avait 2 autres personnes, plus un demi-poste, et nous étions absolument débordés. Maintenant, j'ai un poste qui est le mien et un tiers de poste. Et la personne qui occupe le tiers de poste, je ne sais pas toujours comment l'occuper. Pourquoi? Qu'est-ce qui permet ça? L'invasion de l'ordinateur, l'interaction, l'arrivée de logiciels, etc., qui nous permet de faire ce genre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante, c'est que nous sommes remplacés de plus en plus dans les choses que nous faisons. Nous avions l'habitude, à partir des années 1950, de dire, voilà, il y a des robots, on commence à créer des robots, et le travail manuel va être remplacé par le travail du robot. Et voilà, ça va toucher essentiellement les gens qui travaillent par exemple dans l'industrie automobile ou dans des aciéries, des choses comme ça. Voilà, et c'est vrai que c'est encore maintenant dans ce domaine-là que l'introduction du robot a le plus d'impact. Mais nous savons aussi que très rapidement, à partir de la fin des années 70, quand est apparu l'ordinateur individuel, très rapidement ce sont des tâches intellectuelles qui ont été remplacées par le logiciel. Très rapidement, les dactylos, les secrétaires ont disparu parce que une tâche importante des dactylos jusque-là, c'était de prendre la lettre que le directeur dictait, qu'on écrivait avec un papier carbone, on présentait le papier la lettre qui avait été écrite, le directeur facturait, on faisait une deuxième version, etc. Quand on écrivait un livre, eh bien, quand on écrivait sa thèse, comme je l'ai fait moi à cette époque-là, avant le traitement de texte, on avait 3-4 copies qu'on devait réécrire avant d'avoir quelque chose de présentable. Maintenant, le traitement de texte, on fait ça tous. Si un directeur a une secrétaire, c'est certainement pas pour prendre sous la dictée ses lettres. Le directeur peut corriger lui-même son texte sur son traitement de texte. Nous sommes entrés dans
Je parlais des taux d'intérêt, des intérêts tout à l'heure. Le rendement, les intérêts, les dividendes, etc., les loyers, c'est quelque chose, c'est ce qu'on appelle les gains qui viennent du capital. Le capital, ce sont les sommes qui sont prêtées. Il y a un certain nombre de gens qui ont des gains du capital, ça peut être même vous sur des sommes, je dirais, relativement modestes, et des gens qui vivent du capital, c'est-à-dire que leurs ressources principales, ce sont des gains de ce type-là. Mais sinon, dans les populations communales, les revenus de la plupart des gens, la grande majorité des gens, c'est du travail. C'est en travaillant qu'on obtient une rémunération. Dans un monde comme il est maintenant, c'est-à-dire que nous avons inventé des machines pour une raison bien particulière, c'est pour remplacer par exemple les animaux qui faisaient ce travail, ou pour remplacer nous-mêmes. On faisait tourner le moulin, c'était un cheval, c'était un bœuf, c'était un être humain. Également, nous avons voulu nous débarrasser des tâches qui étaient épuisantes. Nous avons voulu nous remplacer nous-mêmes dans des tâches qui étaient très dangereuses. J'ai évoqué la pêche. La pêche est un domaine extrêmement dangereux. Il y a beaucoup d'accidents, les accidents du travail en général sont mortels, etc. C'est bien si on peut introduire la machine pour faire ça. Il y a des tâches qui sont extrêmement fastidieuses, où il vaut mieux les remplacer par la machine. Il y a des tâches qui nous permettent de travailler, je dirais, 8 heures par jour à les faire. Si on a une machine qui travaille 24 heures par jour, ça fait 3 fois le travail que nous faisons. Nous nous trouvons dans un environnement où un autre aspect de la complexité, c'est le remplacement de plus en plus de nos populations par des machines. Or, le travail commence à disparaître d'une manière massive telle que le problème de l'emploi, comme source de rémunération pour la majorité de la population, devient un véritable problème. On atteint en ce moment un problème de difficulté, c'est-à-dire que le chiffre de chômage augmente de manière structurelle, simplement parce que l'emploi disparaît. On peut donner quelques chiffres. Par exemple, la compagnie Apple délocalise une usine qui se trouve aux États-Unis, qui emploie 3000 personnes. Elle reconstitue une usine, je crois que c'était en Chine, qui emploie 600 personnes. Pourquoi? Parce qu'on a profité du fait du transfert pour robotiser une partie du travail. Quand Apple annonce qu'elle va relocaliser aux États-Unis cette entreprise particulière, au moment où ce processus a lieu, ce n'est plus que 300 personnes. C'est-à-dire qu'il y a eu remplacement d'une usine qui emploie 3000 personnes, d'abord par une autre usine en Chine qui emploie 600, et quand ça revient, il n'y a plus que 300. Comme vous savez peut-être, la compagnie Kodak, c'était une compagnie qui dominait absolument le domaine du film et de la photographie. C'est une entreprise qui a utilisé 415 000 personnes. 415 000 personnes. On est passé à la photo digitale. Il y a une compagnie qui s'appelle Instagram qui offre un certain, vous connaissez sans doute, qui offre un certain type de service qui était de l'ordre de ce que faisait la compagnie Kodak. La compagnie Instagram utilise 500 personnes. 500 personnes par rapport à comparer aux 415 000 qui étaient utilisés par Kodak. Il y a comment s'appelle cette application qui a récemment été achetée récemment par, je crois que c'est par Google, je crois que ça s'appelle Snapchat, quelque chose comme ça. Ça veut dire quelque chose dans le domaine des réseaux sociaux. C'est une compagnie qui valait 6 milliards de dollars, et cette compagnie qui valait 6 milliards de dollars utilisait 50 personnes. 50 personnes. C'est-à-dire que ce qui se passe maintenant, c'est que les gens qui vivent de leur travail et qui reçoivent des rémunérations, ces rémunérations sont de plus en plus concentrées. C'est-à-dire que les entreprises innovantes sont des entreprises qui payent énormément leurs employés, mais qui emploient très peu de personnes. Alors nous sommes dans un monde, et vous savez peut-être si vous lisez les journaux, où quand quelqu'un perd son emploi, on lui dit retrouvez-en un autre. Voilà, vous avez perdu votre emploi, vous avez été remplacé par une machine, trouvez-en un autre. Ou bien vous entendez dire, on s'adresse au président de la République, s'adresse aux petites et moyennes entreprises en disant créez de l'emploi, voilà, créez de l'emploi, on va vous faire des déductions sur le plan fiscal, créez de l'emploi. Et ce qui se passe, c'est que le travail que nous faisons maintenant est de plus en plus fait par la machine et il y emploie de moins en moins de personnes. Et quand un employé est remplacé par une machine,
est-ce que cet employé en bénéficie? Non, le fait d'être remplacé par la machine ne vous donne absolument aucun bénéfice. À partir de ce moment-là, si la machine travaille seule, eh bien ce sera un gain du capital, c'est-à-dire c'est de l'argent qui ira directement au propriétaire de la machine. Alors nous sommes dans un monde qui aussi, je dirais, devient de plus en plus difficile à gérer pour cette raison-là. C'est que nous dépendons la quasi-totalité de nos gains de revenus qui nous viennent du fait du travail que nous faisons, et ce travail est en train de disparaître. Vous voyez, j'ai évoqué un film qui s'appelle Interstellar tout à l'heure pour la colonisation de l'espace. Vous avez peut-être vu un film qui s'appelle Elysium. Ce film Elysium, on a décrit un monde où la concentration de la richesse devient telle qu'il y a deux populations qui deviennent absolument distinctes. Il y a ceux qui vivent encore dans le monde complètement pollué de la planète, et puis il y a cette grande station spatiale dans laquelle vivent des gens qui sont riches, qui probablement n'ont de gains que de capital, pas du fait du travail, et on ne les voit pas travailler effectivement, et on les voit avoir accès à une certaine immortalité, etc. Si nous ne faisons pas attention, c'est une dimension encore supplémentaire qui s'ajoute à celle que j'ai déjà mentionnée. Le problème de notre gestion de l'environnement, le problème de notre système économique et financier, et le troisième aspect du problème, la complexité que nous maîtrisons de moins en moins. Et une autre dimension de cette complexité que nous gérons de moins en moins, c'est le fait que nous laissons l'ordinateur prendre les décisions pour nous. Et bien, un petit article, ça date d'un mois ou deux, c'était qu'une compagnie a fait venir, a nommé à son conseil de direction un ordinateur pour donner de l'information par rapport à ce que lui sait. Dans des tas de décisions qui sont prises de l'ordre économique maintenant, les opérations sont faites directement par les ordinateurs. Sur le marché boursier, 60% des opérations à l'échelle mondiale sont faites directement par les ordinateurs. On les appelle des algos, c'est une abréviation du mot algorithme, on les appelle des strats. Strat, c'est une abréviation de stratégie, etc. Ces ordinateurs font des opérations. Ils font des opérations 2000 par seconde. Il y a eu une crise en mai 2010, et la crise a eu lieu sur 14 secondes. 14 secondes multipliées par 2000, ça a eu quand même eu 28 000 opérations. Il a fallu décortiquer 28 000 opérations pour voir si c'était passé exactement. Si vous êtes un être humain et que vous regardez un ordinateur faire 2000 opérations à la seconde, vous n'avez pas la capacité de comprendre ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe? On ouvre le marché boursier à 9h le matin, on le ferme à 17h. S'il y a eu un accident, on peut arrêter peut-être en cours de route, on peut arrêter la séance. Mais sinon, la seule possibilité que vous avez, c'est d'examiner après 17h toutes les opérations qui ont été faites par la machine. Voilà. J'ai couvert essentiellement les sujets qui sont ceux qui ont été discutés dans ce livre qui s'appelle « Penser l'économie autrement ». Ah, il y a un aspect que je n'ai absolument pas abordé, c'est le caractère scientifique ou non de la science économique que nous avons. Ça demanderait encore un développement supplémentaire. Enfin, j'ai couvert, je dirais, les aspects de type sociétal du problème. Nous allons maintenant pouvoir poser des questions et je répondrai peut-être encore à des choses sur des points de détail ou sur d'autres choses que je n'ai pas couvertes. Merci. J'avais une question et une remarque. Une question parce que je dis souvent sur France Culture chez Marc Roichet, et il y a l'année dernière ou l'année d'avant, vous aviez annoncé la fin de l'euro. Est-ce que vous pensez toujours que l'euro va se casser la figure? Et quand C'est pour cette année-ci. Et la remarque, c'est par rapport à ce que vous avez dit. J'ai entendu qu'actuellement 48% de la richesse mondiale était détenue par 1% de la population. Et qu'en 2016, ça représentera 50%. 1% de la population détiendra 50% de la richesse mondiale. Mais pour l'euro, voilà. Oui. Mais bon, sur la question de la fin de l'euro, ce qui s'est passé, c'est que heureusement, il y a des gens comme moi, on me demande mon avis sur ce qui se passe, etc. Alors, des gens comme moi, quand on leur dit qu'est-ce qui va se passer en 2010, quand il y a la crise avec la Grèce, c'est de dire, si on continue dans la même direction, alors bien, ce sera la fin de l'euro. Bon. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On n'est pas dans le style prophétique. C'est pas pour le plaisir d'être le mage Philippulus qui tape sur son dos, c'est pour avertir, c'est pour donner un avertissement, c'est pour dire si on ne change pas d'attitude, il va se passer telle ou telle chose. De la même manière que quand je dis, bon, il nous reste 2 générations, c'est pas, et j'ai été souligné, c'est pas parce que je suis comme M. Lévi-Strauss qui dit bon débarras,
c'est parce que j'espère lancer une alerte pour que la chose ne se passe pas. Bon. Alors, est-ce que ça veut dire que l'analyse était mauvaise en 2010 sur la fin de l'euro? Non, parce qu'il a fallu prendre des mesures tout à fait radicales pour sauver la chose. Il a fallu en particulier que M. Draghi, qui est à la tête de la Banque Centrale Européenne, prenne des décisions comme s'il était un président de la zone euro. Or, il n'y a pas de président dans la zone euro, vous savez, ce n'est pas une structure véritablement fédérale au niveau des 19 pays qui constituent la zone euro. Alors, qu'est-ce que font des gens comme moi quand ils disent attention, ça va disparaître si on continue dans cette voie-là? C'est lancer un avertissement, c'est lancer une alerte. Mais non pas parce qu'on se met dans la position, je dirais, d'être une liseuse de bonne aventure, dont le business dépend du fait que ces prévisions sera vraies ou non. C'est une manière de lancer un cri d'alarme et pour dire empêcher qu'on aille dans cette direction-là. Pour ce qui est de la concentration de la richesse, oui, il y a des chiffres qui sont tout à fait considérable. Il y a effectivement un certain nombre de personnes dont les revenus annuels, dont le patrimoine, pardon, pas le revenu annuel, dont le patrimoine est équivalent à la moitié de l'humanité la plus pauvre. Il y a au monde 80 personnes dont la richesse dépasse la richesse totale de la moitié la plus pauvre de l'humanité. Il y a aussi ce chiffre, le chiffre qui est fait circuler Oxfam, disant qu'en ce moment, je ne sais plus si c'est 46%, que le 1% plus riche dispose de 46% de la richesse totale, et ce sera bientôt 50%. Quand on voit les chiffres de cet ordre-là, on se rend compte que le système est en difficulté. Un système économique ne peut pas fonctionner quand 1% de la population dispose de 50% des ressources. Ça vous paraît évident, ça paraît évident à tout le monde. Il y a quelqu'un qui est un physicien et qui intervient sur mon blog, il utilise le nom de Timiota, et puisqu'il veut utiliser un pseudo, je ne vais pas dire son nom, il a fait une très bonne petite simulation en utilisant par exemple les hypothèses de Thomas Piketty dans son livre Le Capital au XXIe siècle, et il a montré qu'effectivement la proposition de Piketty, c'est-à-dire de demander aux plus riches chaque année de récolter 5% de la nouvelle richesse qu'ils ont créée et obtenue pour eux, ça stabilise déjà un peu le système. C'est pas idéal parce que quand on est à la moitié de l'humanité qui gagne autant qu'une seule personne, on voit bien que le système est déjà trop déséquilibré. Mais on peut quand même ajouter, par des moyens purement fiscaux, un peu de stabilité dans le système, et en particulier en écrémant 5% de la richesse qui va aux gens les plus riches. Il y a M. Stiglitz. M. Stiglitz est un économiste américain, il a eu un prix Nobel, et il est venu à la réunion de la deuxième commission Attali, dont je faisais partie, qui est la commission qui essaie de définir l'économie positive, une économie positive pour l'avenir. Et nous avions, c'était en 2012, nous étions réunis au Havre. M. Stiglitz a fait un exposé, il a posé la question suivante à nous tous qui étions là. Combien croyez-vous que le 1% le plus riche des États-Unis ont gagné de la richesse créée cette année-là? Combien de cette richesse créée cette année-là est revenu au 1% le plus riche en 2010? Alors il s'est tourné vers les gens. Les gens étaient, je dirais, relativement pessimistes. Il y en a qui ont dit 60%, il y en a qui ont dit 80%, il y en a qui ont dit 90%. Il a dit non. Le chiffre exact, c'est 110%. Le 1% le plus riche a non seulement gagné 100%, la totalité de l'argent qui avait été fait, la richesse créée cette année-là, mais en plus, on est allé prendre 10% supplémentaires sur l'argent qui avait déjà été distribué à d'autres personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une captation, il y a aussi un processus d'appauvrissement de l'autre partie de la population. Alors, vous le savez, ces gens sont des gens très riches et qui disent oui, si on me demande mon avis, moi je suis prêt à mettre 1% de ma richesse pour des choses que je définirai, etc. Dans une perspective classique de philanthropie, c'est-à-dire qu'ils vont décider eux-mêmes ce qu'ils vont en faire. Alors, ça peut être des gens comme les frères Koch aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font les frères Koch? Les frères Koch, ils ont réuni maintenant pratiquement $1 milliard. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce $1 milliard? Eh bien, ils ont décidé qu'ils allaient influencer vers les opinions de droite les élections qui vont avoir lieu aux États-Unis. Alors ça, c'est un moyen de faire de la philanthropie, si on veut, c'est-à-dire de pousser le système démocratique
en utilisant son argent. On peut faire comme M. Bill Gates, c'est-à-dire lancer des programmes de vaccination, etc. Mais est-ce qu'il faut laisser, je dirais, aux gens les plus riches la décision, leur laisser la décision simplement à eux de faire ce qu'il faut, comment utiliser l'argent en plus, ou utiliser à 1% ou 5%, etc. Ou bien est-ce que ça devrait être une décision, je dirais, collective dans un processus démocratique où on va demander, on va exiger 5% de la richesse créée qui va directement au 1% le plus riche de la population, et on va utiliser ces ressources d'une autre manière. De la même façon que au début de ce petit film, on parlait de faire une taxe sur les opérations financières. Moi, personnellement, je ne suis pas pour cette mesure. Pourquoi? Parce que pour la raison que vous connaissez, c'est que si vous demandez à un banquier de payer une taxe de 1%, vous savez bien qui va payer ça en fin de compte, c'est le client de la banque. Hein, il ne va pas garder ça pour lui. Le fait de devoir payer ça, il va l'ajouter dans l'addition des choses qu'il vous demande. Donc ça va être transmis de cette manière-là. D'autre part, je crois aussi que pour les opérations spéculatives, il ne faut pas simplement essayer de les décourager avec une petite taxe relativement minime. Si des opérations sont véritablement dangereuses, et les opérations spéculatives au sens de la loi de 1885 sont extrêmement dangereuses, il faut rétablir l'interdiction de ces opérations. Moi, je travaille 18 ans dans des banques, mais le système financier marchait beaucoup mieux si cette spéculation n'était pas en présence. Il y a un monsieur qui s'appelle Adair Turner, qui était à la tête du régulateur britannique jusqu'à récemment, jusqu'en 2013. Ce monsieur n'utilise pas le mot spéculation dans ses livres, mais il a fait un livre où il explique toutes les choses qui devraient disparaître. Et en fait, si vous regardez toutes les choses qui devraient disparaître pour assainir le système, ça correspond exactement à la définition de la spéculation. Les opérations financières qui sont utiles, il faut les encourager, pas les taxer à mon sens. Celles qui sont véritablement nocives, il ne faut pas essayer de les taxer pour les décourager, parce que les milieux financiers vont trouver un autre moyen, par exemple ce qu'on appelle les produits synthétiques, c'est-à-dire de reconstituer de manière, en combinant différents éléments, reconstituer ce qui a été interdit. Donc je ne suis pas en faveur de cette mesure-là. Ce qui est mauvais, ce qui est nocif, il faut l'interdire, et ce qui est utile, il faut l'encourager. Bonsoir. Je voudrais poser la question, est-ce que vous pensez qu'un parti politique peut sauver un pays? Il y a un bon exemple, on va voir, c'est le parti Syriza en Grèce. Les Grecs ont décidé de voter massivement pour ce parti, qui arrive premier. Dans le système grec de démocratie, si le parti qui arrive premier reçoit 50 députés supplémentaires. Donc nous allons voir, il y a une expérience, je dirais, qui se déroule en direct. Est-ce qu'ils vont réussir ou est-ce qu'ils n'ont pas? Il y a un petit handicap qu'on voit dès le départ, c'est comme ils n'ont pas une majorité absolue, ils doivent s'associer à un petit parti qui a pris des drôles de positions quelquefois, qui a mis des propos racistes, etc. Bon, on va voir si c'est un véritable handicap ou non. Il y a beaucoup de forces évidemment qui sont liées contre le fait que ce parti pourrait modifier véritablement la manière dont les choses fonctionnent, parce que justement les puissances d'argent peuvent agir contre une autre politique que la leur. Par exemple, en faisant de la vue, dès que les premières mesures ont été prises lundi, eh bien la bourse a baissé, je crois que c'est 6,9%, les prix des actions des banques grecques a baissé considérablement, etc. Et donc, c'est une manière pour les milieux financiers de faire pression. Alors, il y a aussi d'autres moyens politiques. Évidemment, en Grèce, il y a déjà eu un régime de dictature militaire, un régime des colonels. C'est vrai, il y a une multitude de moyens de l'empêcher. Des gens qui voudraient qu'on fasse les choses autrement. Il y a l'exemple du Chili, où une démocratie, dans un cadre démocratique, on a eu
un régime de gauche. Et M. Allende a été assassiné, M. Pinochet a pris le pouvoir d'une dictature militaire. Il y a énormément de gens qui ont disparu, qui ont été torturés ou tués. Et les milieux financiers ont pris massivement position en faveur de M. Pinochet. Il y a en particulier 2 prix Nobel d'économie, M. Hayek et M. Friedman, qui se sont, alors que M. Pinochet ne leur avait même rien demandé, se sont portés volontaires pour soutenir ce régime. Et en particulier, M. Hayek, qui a pris Nobel d'économie en 1974, s'est rendu au Chili et a dit la chose suivante à des journalistes, et ça n'a pas été démenti, il a dit la chose suivante aux journalistes, entre un régime qui est démocratique, mais qui n'est pas libéral sur le plan économique, et un régime qui n'est pas démocratique, mais qui est libéral sur le plan économique, moi je préfère le régime qui n'est pas démocratique. Ça n'a pas empêché le jury de la Banque de Suède qui donne le prix Nobel d'économie de donner son prix de Nobel, c'est-à-dire une reconnaissance, une renommée à une personne qui prenait des positions à ce point antidémocratiques. Il y a je dirais, la philosophie des milieux financiers, souvent une philosophie, sinon de droite, souvent quand même, je dirais carrément d'extrême droite. Vous savez peut-être qu'en France, il y a un consensus qui est établi après la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle le Conseil national de la résistance, a produit un accord de société pour mettre ensemble un certain nombre de propositions qui ont débouché sur ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire une période économique relativement stable et comment dire, relativement florissante. Bon, ce n'est pas une époque idyllique en soi, excusez-moi, parce qu'en particulier à cette époque-là, eh bien, il y avait un certain nombre de guerres coloniales qui étaient en train de se dérouler en Indochine, en Amérique du Nord, etc. Mais le fait est que la population française a une situation relativement, je dirais, favorable. On a introduit la sécurité sociale existait déjà d'une certaine manière, mais c'est véritablement développé. C'est vraiment à ce moment-là qu'elle s'est mise en place. Et quand on a demandé récemment à M. Denis Kessler, qui était le numéro 2 du MEDEF, c'est-à-dire le syndicat patronal en France, quand on lui a demandé ce qu'il fallait faire pour améliorer la situation économique, il a dit ben, c'est très simple, il faut supprimer toutes les mesures qui ont été proposées par le Conseil national de la résistance. C'est-à-dire que les propositions qui ont permis un certain consensus, qui ont permis les 30 glorieuses, sa proposition à lui pour continuer à évoluer à partir de maintenant, c'est de supprimer ensemble ces choses-là. Là aussi, comme le soutien de M. Hayek et M. Friedman à M. Pinochet, dictateur militaire, là aussi, je dirais c'est une politique qui est relativement claire, qui est facile à déterminer sur l'éventail politique. Et puis un petit problème, c'est que hier, je n'avais pas de voix. Aujourd'hui, j'en avais un peu, j'ai pu parler une heure, mais j'ai l'impression qu'elle est en train de disparaître petit à petit, et que même avec de l'eau, je vais avoir du mal de continuer encore longtemps. Prochaine question. Allô ? Ne pensez-vous pas que nous sommes dans un monde qui a mis beaucoup trop en avant la voix, pas suffisamment l'être ? Oui. C'est-à-dire... Oui, j'ai compris. J'en ai parlé en fait. J'en ai parlé puisque j'ai parlé d'Aristote. Aristote est justement l'avertissement qu'il lançait aux citoyens grecs en leur disant les gens qui manipulent de l'argent à tout moment de la journée sont des gens qui vont être tentés de penser que l'accumulation de biens matériels va être la solution au problème et peut-être même la source du bonheur. Et il attirait l'attention sur le fait que c'est plutôt à partir d'une image de nous-mêmes que nous pouvons nous faire, c'est-à-dire de la satisfaction que nous pouvons avoir de faire la chose qu'il faudrait. C'est-à-dire que par exemple, si nous trouvons devant une situation où on peut être courageux ou pas courageux, et que nous constatons par la suite, a posteriori, que notre comportement a été courageux, c'est une source de bonheur, c'est une source de satisfaction que nous pouvons avoir. Si nous constatons que notre comportement n'a pas été celui qui est courageux, ça peut handicaper considérablement l'image de nous-mêmes et nous empêcher de faire un certain nombre de choses par la suite.
Oui, je crois effectivement que, personnellement, je crois que le bonheur est du côté de l'être et pas de l'avoir. Quand on regarde les civilisations, on s'aperçoit que parfois, souvent, l'avoir, c'est un peu un substitut à une inquiétude qu'on a. Et cette inquiétude, elle est liée au fait que nous pouvons avoir une inquiétude sur le fait que, eh bien, nous savons que la personne que nous sommes, le corps dans lequel qui s'identifie à l'image que nous avons nous-mêmes, c'est un corps qui va disparaître au bout d'un certain temps, par un accident, par le processus du vieillissement, etc. Alors, les civilisations, les cultures nous ont montré que souvent, une des manières de se distraire de cette inquiétude, pour qu'autant que nous l'avons, ça peut être l'accumulation, ça peut être l'accès très simple, l'accès immédiat à un certain nombre de biens matériels. Il y a aussi autre chose, c'est que la seule chose qui nous est véritablement propre, c'est justement cette durée qui nous sera donnée de vivre pendant un certain temps. Et nous pouvons nous débarrasser d'un certain nombre de soucis liés à la vie de tous les jours avec justement de l'argent, en faisant que ce soit d'autres personnes qui fassent un certain nombre de tâches à notre place parce que nous allons les payer. Et évidemment, en faisant ça, nous privons ces personnes-là, elles, de remplir leur vie d'une manière qui pourrait être autodéterminée, c'est-à-dire que ce soit leur propre, la représentation de ce qu'ils sont en tant que personnes, qu'il soit une source de satisfaction. Si vous passez toute la journée simplement à remplir les besoins d'autres personnes, parce qu'on ne peut pas faire autrement que d'être payé pour le faire, il est évident que notre liberté... Sauf que l'argent, ça a été créé parce que les communes de lettres ont été dissoutes. Pardon ? L'argent a été créé d'abord avec le troc, vu que la production n'a plus été mise en commun, avec les dissolutions des communes de lettres. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui explique très bien, c'est Francis Cousin dans Lettres contre l'avoir. Et cela arrive avec la surproduction, la révolution néolithique, qui fait donc que la convoitise après a petit à petit été prise par les hommes, et donc vu qu'il y avait des hommes qui commençaient à convoiter d'autres communautés humaines, ils ont dit au lieu de produire nous-mêmes, autant aller prendre là-bas. Et c'est là où sont venus les pillards, où a été créée la structure aliénatoire de séparation du travail qui est l'État, l'argent, les religions, l'école. Et que la révolution principale qui a permis de massifier l'écriture, ça a été au Moyen-Orient, avec l'invention de l'écriture. Car l'écriture, c'est ni plus ni moins qu'une médiation qui permet la lâcheté, qui empêche d'aller en face dans une assemblée discuter avec autrui pour aller savoir ce qu'il y a en train de la production. Et la première écriture découverte, ça a été la comptabilité. Oui. Et pour contrer à ça, la comptabilité, pour contrer à la pauvreté de cette écriture, a été créée la poésie, l'école. Et du coup, les problèmes, c'est pas dans le sens économique et politique, c'est plutôt le sens qu'il faut retourner à l'être, tout simplement. Oui. Après, on peut dire que c'est de la philosophie, mais non, ça n'en est pas du tout, c'est ni plus ni moins qu'assumer rien. Non, tout ce que vous dites là est très... Parce que je veux dire, nous le savons tous, mais il suffit juste de l'assumer. Non, tout ça est très, très juste. Donc il ne faudrait pas qu'on rit de ce que vous dites, parce que vous partez peut-être sur des domaines qui ne sont pas couverts, sur ce qui était l'objet de Il y a des personnes qui l'ont bien dit, qu'il y a Guy Debord l'a bien dit aussi, il y a aussi Karl Marx, il y a aussi, ça par contre, même si ça a été falsifié et dévoté de tous les sens, je crois que quand Jésus chasse les marchands du temple, ils te font former l'Ecclesia Kathos. Ça signifie en grec ancien l'assemblée universelle. Oui. Mais j'ai reconnu ça veut faire une assemblée, où chacun puisse venir décider de la production, au lieu de passer par des médiations, représentants, protestants. Mais j'ai bien reconnu l'inspiration chrétienne, parce que vous avez dit, j'ai reconnu aussi c'est pas oui, si, c'est universel. Oui, c'est tout universel, mais enfin, ça a effectivement été formulé par le Christ. Et il faut noter aussi qu'une grande partie du message christique, c'est un message qu'on trouve déjà chez Aristote. Pourquoi ? Parce que Saint Paul a insufflé une partie de la philosophie grecque dans le message du Christ. J'ai reconnu aussi une manière de situer les choses dans un cadre qui est effectivement le cadre marxiste et un certain type de proposition qui, dans la tradition de Hegel, de Marx, a été produite par Guy Debord dans le cadre de sa société du spectacle et d'autres réflexions qu'il a pu avoir qui sont dans le prolongement de ça.
Donc ce que vous dites est tout à fait vrai. Si j'en ai pas parlé dans les mêmes termes, c'est parce qu'on m'a demandé de parler dans le cadre d'un de mes livres. J'ai parlé donc essentiellement des choses que je parlais des choses dont je parlais dans ce livre-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Ah oui, monsieur là au fond, là, tout à fait au fond. Bonsoir, je vais tâcher d'être bref. Vous avez essayé, vous avez circonscrit votre critique, j'avais l'impression, des transactions à la spéculation et à certaines transactions que vous trouviez toxiques. Alors, qu'est-ce que vous pensez de propositions peut-être plus radicales comme celle de l'économiste Frédéric Lordon au niveau de la bourse, par exemple simplement de fermer la bourse afin de trouver d'autres canaux de financement de l'économie et voilà, de se délivrer du pouvoir actionnarial. Oui, bon, les gens qui connaissent un petit peu ce que dit Lordon et ce que je dis moi-même, on constate souvent que nous disons des choses très proches. Dans le cas de la bourse et de la fermeture de la bourse, moi je ne suis pas en faveur d'une fermeture de la bourse. Simplement, et la raison pour laquelle je suis contre, c'est parce qu'il y a une différence entre Lordon et moi, c'est notre parcours. Bon, d'abord, il est beaucoup plus jeune que moi, donc le parcours peut être pas aussi long, mais le fait est qu'il a une formation essentiellement universitaire, c'est pas une critique, alors que moi j'ai une formation véritablement d'avoir travaillé pendant 18 ans dans le milieu bancaire, c'est-à-dire que je vois les choses un tout petit peu différemment. Et si la bourse n'existait pas, mais qu'on maintienne un système d'actionnariat, c'est-à-dire comment dire, si une compagnie n'est pas une compagnie à action, qu'est-ce que ça veut dire? Elle doit soit être nationalisée, c'est-à-dire appartenir à l'État, soit elle doit appartenir à un certain nombre de personnes qui sont des individus privés. Donc ça se fait pour les compagnies qui appartiennent à une famille, par exemple, les compagnies familiales, elles n'ont pas d'action en bourse, ça appartient à une famille. Si on émet des actions, émettre des actions, c'est la possibilité pour une compagnie d'avoir accès à un capital, à de l'argent qui vient d'ailleurs. Si on autorise des actions et qu'on interdit la bourse, à ce moment-là, on a des situations tout à fait paradoxales, parce que ça veut dire qu'il y aura un titre de propriété qui serait le seul qu'on ne puisse pas revendre. Bon. Parce que tout ce que vous avez, vous pouvez le revendre. La réponse que je donnerai à Lordon, c'est que si on ferme la bourse, les gens vendront les actions sur eBay. Pourquoi? Parce qu'on peut vendre n'importe quoi sur eBay. Quelque chose qui vous appartient, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas vous en défaire. Et par conséquent, au lieu qu'on vende des actions à la bourse, on les vendrait sur eBay. Par conséquent, le système serait finalement le même. Et c'est souvent, justement, les choses que j'ai fait allusion à ça tout à l'heure. Si vous interdisez un produit financier particulier, eh bien, moi je peux, avec d'autres collègues, etc., en un quart d'heure, je peux vous produire un produit synthétique. C'est-à-dire qu'avec d'autres choses qui n'ont pas été interdites, je vais vous proposer un produit financier qui aura exactement le même comportement que celui qui a été interdit. Par exemple, c'est pour ça que, par exemple, je ne suis pas en faveur d'une séparation des opérations spéculatives des opérations bancaires de type classique, parce que je sais qu'il me faudrait, comme je le disais, qu'un quart d'heure pour les gens pour reconstituer le produit spéculatif, s'il n'a pas été interdit parce qu'il est spéculatif, le reconstituer d'une autre manière. Le système peut être contourné extrêmement facilement. Quand une nouvelle loi est votée, dans une banque, on réunit une cellule pour dire, voilà, on va travailler une équipe de 5-6 personnes pour voir comment on peut contourner l'interdiction. Et tout le monde le sait, ça fonctionne comme ça dans les entreprises. L'interdiction de la bourse, elle est trop facile à contourner. Ce qu'on pourrait faire, c'est interdire qu'il y ait des actions. C'est-à-dire interdire à des gens qui ne soient pas de la famille ou des gens qu'on a réunis ensemble d'une manière ou d'une autre, ou que ce ne soit pas un système étatique. C'est comme la question de la croissance et des intérêts. Tant qu'on permet de payer les intérêts, on ne peut pas interdire la croissance, c'est le moyen de payer les intérêts. On ne peut pas faire autrement. Même chose avec la bourse. Tant qu'on émet des actions, qui sont des titres qui donnent droit à une partie de la richesse créée de l'entreprise sous forme de dividendes. Et ce sont des titres qui sont échangeables, on appelle ça un marché secondaire, c'est-à-dire qu'on peut acheter et revendre. S'il y a l'interdiction du marché secondaire classique des actions qui est la bourse,
un marché secondaire parallèle va s'établir, et comme je vous dis, on vendrait des actions sur eBay si on ne peut pas le faire à la bourse. Vous avez posé une deuxième question à la fin, je ne sais pas si je suis couverte, c'était... Oui, oui. Non, moi je suis davantage. Il y a un certain nombre de choses que j'appelle des mesures, des réglementations financières en aval. En aval. Je veux dire que c'est des choses qui sont au niveau des comportements. Mais il y a des interdictions qui sont possibles en amont, c'est-à-dire qu'au niveau le plus élevé. Et la quasi-totalité, à mon sens, des choses qui sont dangereuses pour le public, pour le système lui-même, elles tombent en fait sous cette définition de la spéculation telle qu'elle existait dans la loi en 1885. C'est pour ça que moi, ce que je propose, c'est simplement, plutôt que l'interdiction de la bourse, rétablir l'interdiction de la spéculation telle qu'elle existait jusqu'en 1885. Je vais faire une remarque supplémentaire et que vous allez voir qu'elle est assez intéressante en soi. En France, c'est donc en 1885 qu'on autorise la spéculation, en supprimant les articles qui l'interdisaient. Et ces articles sont très anciens. Ce qu'on appelle l'exception de jeu, qui dit simplement que quelqu'un qui a perdu un pari ne peut pas se tourner vers les tribunaux pour avoir réparation, elle est mise en place par François Ier, donc c'est ancien. Les ministres le ministre des Finances, Molien de Napoléon, essaient de lui extorquer une autorisation de la spéculation. Il refuse absolument, il est extrêmement, je dirais, négatif sur cette question-là. Mais en 1885, on autorise la spéculation, on abroge ou on modifie les lois existantes. Et c'est Jules Ferry, Premier ministre, qui autorise la spéculation. Alors une question que je me posais, c'est la question suivante. Quand vous lisez les livres de Balzac, quand vous lisez les livres de Zola, vous apercevez que dans ces années-là, il n'y a pas tellement d'argent qui peut être utilisé pour la spéculation. Que quand on fait des très grands projets, comme par exemple introduire le chemin de fer en Europe ou aux États-Unis, créer le canal de Panama, créer le canal de Suez, ce sont des très grands projets qui coûtent extrêmement cher, eh bien on n'arrive pas à réunir toutes les sommes. Si vous lisez le livre de Zola qui s'appelle L'argent, c'est une paraphrase, si vous voulez, du lancement du canal de Panama, du canal de Suez. En fait, dans le roman, ce qu'il décrit, c'est là, en fait, l'introduction du chemin de fer au Moyen-Orient, mais il décrit un processus qui a véritablement été observé. On n'arrive pas, l'argent des banques ne suffit pas, l'argent de l'État ne suffit pas pour des projets de cet ordre-là. On est obligé de s'adresser au moindre petit épargnant pour rassembler cet argent. Et alors vous avez ces descriptions qui sont très intéressantes, je dis très émouvantes aussi, de la fille qui perd sa dot parce que sa mère a décidé de spéculer dans un projet, pas de spéculer, en fait d'investir dans un projet de ce type-là. Et vous apercevez que l'épargne n'est pas suffisante, l'argent d'épargne n'est pas suffisante. Alors la question que je me posais, mais pourquoi autoriser la spéculation à ce moment-là, alors que déjà pour des opérations purement économiques, les fonds ne sont pas nécessaires. Et alors, ce qui est intéressant, et monsieur, il a disparu, n'y verrait pas une coïncidence, c'est que c'est la même année que Jules Ferry lance l'entreprise coloniale française. C'est-à-dire que l'argent nécessaire à la spéculation, c'est pas celui qu'on avait, qu'on va aller le chercher ailleurs. C'est sur la richesse des autres qu'on va trouver l'argent qui va permettre de spéculer. Et ça à l'échelle mondiale. Quand en 2007, quand il y a l'effondrement du système aux États-Unis et qu'on s'aperçoit que 47% du PIB américain est lié à des opérations financières, et qu'on n'est plus dans un monde, bien sûr, il existe toujours une sorte de néocolonialisme, bien sûr, il y a une dette injuste envers les pays du tiers-monde, bien sûr, on a encore trouvé le moyen d'extorquer à ces pays-là énormément de leur richesse, on n'est plus dans une situation coloniale, mais on maintient la spéculation. Et quand il y a un effondrement comme celui de 2008, comme celui que j'ai décrit tout à l'heure avec le money market, etc., on s'aperçoit que les États, les contribuables remboursent des sommes considérables, à peu près 40%, sont des opérations spéculatives. Et on n'est plus dans le cas d'une entreprise coloniale ou d'une type qui existait dans les années 1930 par exemple,
Et c'est une des raisons pour laquelle on ne peut plus se permettre la spéculation non plus, c'est parce qu'on n'a plus la richesse, parce qu'on a cessé de pomper dans la même quantité l'argent qui venait d'ailleurs. Bonsoir, c'était par rapport à la science économique. Il y a quelques semaines, il y a eu une histoire par rapport au CLU où ils voulaient ouvrir une nouvelle section pour ouvrir l'économie. Il y a deux nouvelles approches. Donc a priori, ça ne peut pas se faire si j'ai bien compris. En gros, ma question serait, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des possibilités pour ouvrir à de nouvelles approches, de nouvelles théories pour une nouvelle économie politique? Oui. Bon, ça, il faut que je résume un peu pour les autres personnes qui ne sont pas au courant de quoi il s'agit. Il y a donc au sein de la science économique, il y a une science économique qui est née essentiellement à partir des années 1870. C'est une science économique qui est devenue très mathématisée. On a à cette époque-là un certain nombre de personnes dans des pays différents, Karl Menger en Autriche, Léon Walras en France et en Suisse et Stanley Jevons en Angleterre ont introduit le calcul différentiel qui a permis de faire un certain nombre, de mathématiser la science économique. Cette science économique mathématique a été fort encouragée par les milieux financiers. C'est une science fondée sur l'individu, l'homo economicus, et la raison pour laquelle les milieux financiers ont encouragé ce type de recherche ou d'approche, c'est essentiellement parce qu'auparavant, il existait une science économique qu'on appelait l'économie politique et qui ne mettait pas l'accent sur l'individu, qui mettait l'accent sur les relations entre les groupes dans la population jouant un rôle économique particulier. Et ces groupes dans la population, les noms qu'on a utilisés, c'est les conditions, les états, les classes. Et par exemple, quand un grand représentant de l'économie politique au XVIIIe siècle, qui est François Quesnay en France, fait un portrait économique de la France, eh bien, il décrit essentiellement les interactions entre ce qu'il appelle les classes laborieuses et les classes oisives. Donc, quand Marx publie le Capital, il appelle son livre, il l'appelle une critique de l'économie politique, mais bien qu'il l'appelle une critique, il se situe véritablement dans ce cadre de l'économie politique, parce que vous le savez bien, dans le manifeste du Parti communiste qu'il écrit avec Engels et qui est publié en 1848, il commence par dire l'histoire humaine est essentiellement une histoire de la lutte des classes. Donc, on a une perspective jusque vers 1870 qui est essentiellement fondée sur l'idée que l'économie, c'est des rapports entre les groupes jouant des rôles économiques différents. À partir de la fin du XIXe siècle, on a une autre approche qui essaie de copier le fonctionnement des sciences dures. On utilise donc le calcul différentiel pour commencer, alors utiliser des tas de méthodes mathématiques différentes par la suite. Mais qu'est-ce que c'est le calcul différentiel? C'est la méthode qui a été mise au point pour décrire la mécanique céleste, le mouvement des planètes. Donc, si on utilise les mêmes méthodes que l'astronomie, eh bien, on aura un statut de science dure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que dans les perspectives de la science économique par la suite, il y a deux courants. Il y a encore un courant qui représente plus ou moins l'économie politique, qui met l'accent sur la qualité plutôt que la quantité. Il y a les mathématiciens durs, qui sont souvent du côté, je dirais, des idées comme celle de Hayek, comme celle de Friedman, c'est-à-dire fort du côté des idées qu'on appellerait d'extrême droite, si on les classait de point de vue politique. Et si vous regardez les États-Unis, eh bien, il y a deux types de professeurs d'économie, mais qui sont reconnus à l'intérieur de l'institution, qui ont des prix Nobel. M. Hayek et M. Becker, dont je citais les noms tout à l'heure, M. Friedman, ont eu des prix d'économie et ils représentent, je dirais, vraiment le courant de droite ou d'extrême droite dans l'économie. Mais M. Paul Krugman, M. Schiller, Robert Schiller, M. Stiglitz sont des gens qui représentent, je dirais, en gros, quand même, le courant de l'économie politique et qui sont des personnes qui ont aussi eu des prix Nobel. Je dirais, aux États-Unis, la représentation de type économie politique et la représentation de type sciences économiques dures mathématiques, c'est bien équilibré.
Ce qui se passe en France, c'est que depuis un certain nombre d'années, on va vers une élimination totale des gens qui représentent l'économie politique. Et donc cette association d'économistes qui s'appelle l'association d'économie politique, si je m'en souviens, qui est liée à des économistes que vous connaissez peut-être, qui s'appellent eux-mêmes les économistes atterrés, se sont rendus compte qu'on va vers une élimination totale de ce courant-là dans l'économie en France, et en particulier que dans la période après 2008, période où, je dirais, on s'était rendu compte quand même que l'économie de type purement mathématique s'était fort discréditée. Elle n'avait pas été capable de prédire, de voir venir la crise. Au moins la crise éclate, les représentants de cette économie n'ont rien à dire sur ce qu'il faudrait faire, etc. Fort discrédité. On avait imaginé, les gens qui représentent le courant économique politique avaient imaginé qu'il y avait dans l'opinion un tel mouvement de critique du mathématicien de type mathématique, comme M. Jean Tirole qui vient d'avoir un prix Nobel, mais qu'on sera encouragé à nommer les hétérodoxes, comme on les appelle, ou les représentants de l'économie politique, qu'on allait avoir un renversement du pendule. Or, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'institution a resserré les rangs, c'est-à-dire qu'elle a tenté, au contraire, d'éliminer entièrement ce courant d'économie politique. Alors, récemment, les représentants de ce courant, dont je vous dis qu'aux États-Unis, par exemple, les choses sont beaucoup plus équilibrées, il n'est pas question d'exterminer des gens comme M. Krugman ou M. Stiglitz ou M. Robert Schiller, heureusement. En France, il y a une tentative véritablement de l'éliminer. Et il y a eu, c'était le 23 janvier, donc c'est quoi, c'est il y a 6 jours, une déclaration de M. Tirole en disant que ces gens qui font de l'économie politique ne sont pas des gens sérieux, ce sont des amateurs, ils n'ont pas accès aux revues, etc. Du coup, il y a eu une tentative du côté des gens de l'économie politique en disant, puisqu'on a perdu la bataille à l'intérieur de la science économique, on va essayer de créer une autre section dans laquelle on peut se trouver, nous, etc. Mais ça n'a pas satisfait du tout les gens qui, je dirais que, encouragés par le fait qu'ils ont pratiquement gagné à l'intérieur de la science économique, ils ne veulent pas non plus voir apparaître une opposition extérieure. Donc ils sont intervenus au niveau du président de la République, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, pour qu'on interdise, pour qu'on ne propose pas même une autre section. Il y a un article, je crois qu'il a paru aujourd'hui, ou en fait il paraîtra demain, c'est un article par Lordon, par Frédéric Lordon et Jean-Pierre Dupuis, un article assez violent, justement, qui dit que M. Tirole, prix Nobel d'économie, M. Aguillon, qui est essentiellement l'oreille du président, qui sont à la tête de cette croisade pour éliminer entièrement le courant de l'économie politique, ils les traitent, je dirais, quand vous verrez ce texte, vous verrez qu'ils sont traités en termes, je dirais, c'est pas injurieux, mais en fait c'est à la limite, en disant qu'ils sont non seulement nuls sur le plan scientifique, mais qu'ils abusent de leur pouvoir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma position n'est jamais très différente de celle de Lordon sur cette question. Bonsoir. Ma question tient en 2 mots. Ma question tient en 2 mots. Que faire, nous ici étudiants, pour une économie plus égalitaire et humaniste? Que faire? Je crois qu'il faut essentiellement réfléchir ensemble. Le grand ennemi, c'est le découragement. Et donc, voilà. Moi, ça m'attriste quand je vois les déclarations de Lévi-Strauss en disant bon débarras, c'est dommage. Nous sommes. Si on nous demandait si notre espèce c'est vraiment l'histoire d'une réussite, si on a des raisons d'être fiers de nous, on sait qu'on peut faire un procès, on peut faire une autocritique, on peut dire on n'est pas arrivé à grand-chose, il y a encore pas mal de choses à critiquer, nous le conduisons de manière lamentable dans beaucoup de cas, mais est-ce que c'est une raison pour dire plus vite la planète sera débarrassée de nous, mieux ça ira? Personnellement, non. Je crois que nous avons aussi des sources de satisfaction. Nous avons parlé de la philosophie, on pourrait parler de l'art. Il y a des choses qui font qu'il est bon vivre, et par conséquent, moi, je ne mettrai pas comme ça simplement, là, je dirais, la clé sous la porte en disant fermeture définitive. Mais le problème, c'est que, et j'en ai parlé au début, nous sommes une espèce colonisatrice, nous n'avons pas un bon,
track record, comme on dit en américain. Nous ne pouvons pas apporter des preuves en disant chaque fois qu'il y a eu une crise, nous avons réagi de la manière la plus rationnelle, nous avons fait exactement ce qu'il fallait faire. Non, nous résolvons encore des problèmes de querelles sur l'énergie par des guerres. Non, nous trouvons le moyen de, je dirais, nous élisons des gens qui mettent souvent en avant le fait d'être réélus par rapport plutôt à essayer de résoudre les problèmes pour lesquels on les a nommés, et ainsi de suite. Nous ne sommes pas une espèce admirable. Il y a un peu, malheureusement, justification à la position de Lévi-Strauss, et donc ça demande, je dirais, une sorte d'engagement en disant nous n'avons peut-être pas montré tout ce dont nous étions capables, ou de dire au contraire, le moment est peut-être venu justement de retrousser nos manches et de montrer ce que nous pouvons faire, etc. Le problème, c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps. Si en 6 000 ans, nous ne sommes pas arrivés à modifier notre comportement, maintenant en 2 générations, c'est-à-dire sur 60 ans, est-ce que nous avons le temps de modifier véritablement la manière dont nous faisons les choses? Quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit ce qui se passe dans un certain nombre d'endroits, on peut se demander si nous avons vraiment cette capacité ou si nous retombons rapidement tout simplement dans l'agressivité plutôt que la solidarité, etc. Quand il s'agit de résoudre des problèmes, nous contre eux, etc. Eux sont les mauvais, etc. Plutôt que de se mettre autour de la table et essayer de résoudre les problèmes qui se posent à nous. Plus le fait que nous ne sommes pas isolés, nous sommes dans un monde où il y a d'autres populations. Si nous considérons que nous avons réglé nos problèmes de guerre de religion au XVIIe siècle par des massacres, par des tortures, etc., mais que nous avons dépassé ça, nous ne pouvons pas être sûrs non plus que toutes les populations dans le monde soient arrivées exactement à la même conclusion que nous. Et par conséquent, nous devons vivre avec ça aussi, trouver des solutions dans un environnement où nous ne sommes pas seuls, avec une seule représentation. Où quand on dit je suis Charlie, bien, tout le monde ne vient pas. Il faut en tenir compte et avancer à partir de ça. Je viens de terminer un livre de John Maynard Keynes. Et John Maynard Keynes avait dit une chose intéressante par rapport à l'emploi, justement. Il avait dit qu'il faut essayer de déterminer, parce que lui était véritablement, je dirais, dans un courant d'économie politique. Il a dit on ne peut pas résoudre les problèmes humains comme étant des problèmes purement mathématiques en disant on va trouver la solution. Il faut déterminer sur un plan politique qu'est-ce qu'on veut faire. Et il avait dit on ne peut pas imaginer à partir de l'histoire humaine que nous pouvons obtenir une unanimité, le consensus de tout le monde. On ne peut pas imaginer qu'on puisse avoir ça comme but et se dire qu'on pourra y réaliser. Mais ce qu'on peut faire, c'est essayer dans une société de minimiser le ressentiment. Qu'il y ait le moins de personnes qui se lèvent le matin en disant ce système n'est pas possible. Ça, on peut faire. On peut minimiser le ressentiment. On peut faire que, au lieu d'employer le mot consensus, on peut parler de mot dissensus. On ne peut pas maximiser le consensus, mais on peut minimiser le dissensus. Et je crois que c'est ce genre de choses vers lesquelles nous devrions aller. J'ai parlé du travail, j'ai parlé de l'emploi qui disparaît. On ne peut plus, comme Keynes en 1936, dire voilà, la manière de réconcilier tout le monde, c'est qu'on va obtenir le plein emploi. Parce que justement, l'emploi disparaît. Donc il faut qu'on trouve aussi une autre chose. Mais on peut simplement, je dirais peut-être poser le problème de cette manière-là. Comment faire pour que le maximum de personnes ne soient pas peut-être heureuses, mais pour que le minimum soit malheureux. C'est peut-être dans ces termes-là qu'il faut poser la question. Alors, une dernière question. Je sais que vous allez à un syndicaliste samedi. Vous allez voir Bernard Stiegler. Entre autres, oui. Entre autres, oui. Et vous n'avez pas parlé forcément des idées de Bernard Stiegler. Je ne sais pas si vous allez travailler avec lui, s'il y a quelque chose, enfin, le point de vue technique, sur la question technique pour reformer l'intelligence. Oui, c'est un projet secret, je pense. D'accord, je me doutais qu'il y avait quelque chose qui était... Bon, on en reparlera. C'est-à-dire, vous savez que ce sera un débat, il y aura Dominique Méda. Oui. Il y aura Dominique Méda, et Dominique Méda fait un travail depuis pas mal d'années sur le travail, sur l'emploi, mais le fait dans une perspective qui n'est pas la même, justement, que Stiegler et moi. Nos positions ne sont pas identiques, mais je parlais de Lordon en disant qu'elles sont d'accord sur beaucoup de choses. Stiegler et moi, elles seront aussi d'accord sur beaucoup de choses. Et nous avons une position, je dirais, différente de celle de Dominique Méda, puisque nous sommes convaincus que d'une certaine manière le travail disparaît, et puis cet autre aspect, c'est le fait de l'apparition du logiciel ou du robot, c'est que des gens qui font un certain type de tâches n'ont plus besoin de la même qualification qu'avant, et par conséquent il y a une perte des connaissances. Quand je parlais tout à l'heure des gens qui faisaient encore le calcul du
prix d'une obligation d'État avec une règle à calculer, il fallait savoir comment ça fonctionne, une obligation pour pouvoir le faire. Il fallait avoir une représentation, je dirais, théorique, comment ça marche. À partir du moment où les gens comment on fait un logiciel qui permet en une demi-seconde de faire le calcul, il n'est plus nécessaire de savoir comment ça marche. Il suffit de pousser, savoir sur quel bouton il faut pousser. C'est ça aussi le souci qu'a Stigler. Et comme vous savez peut-être, lui propose une approche justement vis-à-vis de la disparition du travail, du type d'une extension du régime des intermittents du spectacle, mais qui s'appliquera à tout le monde. Il y a une autre approche possible, c'est celle de Bernard Friot, que vous connaissez peut-être. Ce que Friot propose, c'est qu'on soit tous rémunérés en fonction de notre niveau de qualification, indépendamment du travail qu'on fait, comme dans la fonction publique. Quand vous êtes fonctionnaire, on vous nomme par rapport à vos compétences. Et vous avez un certain nombre de possibilités que vous êtes offertes. Si vous perdez votre poste, ce n'est pas confronté à un problème de chômage, c'est à la fonction publique de vous trouver une autre affectation. Voilà, il y a un certain type d'approche. L'approche de Dominique Méda est plus traditionnelle et, à mon sens, elle ne fonctionne véritablement bien que dans un cadre où le problème de la disparition de l'emploi ne se poserait pas. On va terminer là-dessus parce qu'on va manquer de temps. Je vous remercie à tous d'être venus, aussi nombreux. Je vous remercie Paul Jorion. Et on a mis en place un petit pot à l'extérieur, donc